Bah oui, être premier, y a que ça. Être second, ça existe pas. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous? Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Pour m'accompagner, je demande au pompier en chef, le guerrier du feu, Stéphane Boulet, alias Plugin Baby. Hello Pava, comment ça va ? Bonsoir Daniel, bonsoir tout le monde. Écoute, ça va bien. Pour les gens qui n'ont pas compris la référence, on en discutera sans doute à la fin de l'émission. Mais oui, cette émission a été un peu contrariée par un incendie dans mon quartier qui a coupé, entre autres, la connexion à Internet. C'est pas dit que c'est pas encore fini. Oui, on sait pas, mais voilà. La connexion. Mais en tout cas, ça s'est déclenché hier pendant qu'on enregistrait. On a dû s'y reprendre. Et c'était très impressionnant. Oui, assez, oui, plutôt, oui. Je suis Daniel Andreev, Camille Robotique sur Twitter, et vous êtes en train d'écouter Super Ciné Battle, épisode 28. On vous rappelle la règle un petit peu. Vous nous faites de parvenir des listes, et on les classe. C'est aussi simple que ça. 3 films par liste, un titre si vous voulez mettre une thématique, parce qu'on aime bien les thématiques, et vous l'envoyez à supercinébattle@gmail.com. Je suis toujours surpris par des listes qui arrivent de temps en temps. Par la créativité des auditeurs. Ouais. Et juste une précision, quand il y a une doublon, on les zappe. Et puis, vous savez que nous sommes en train de couvrir la période qui va de l'an 2000 à 2009. C'est cela même. Donc, sans plus attendre, let's Super Ciné Battle. Tu le fais quand même moins bien que notre générique. Faisons juste un petit résumé, vite fait. Oui, vite fait, quand même, de notre top. Premier, History of Violence. Voilà, History of Violence, gravé dans le marbre pour le moment, premier de la liste. Deuxième, Millennium Actress. Troisième, The Host. Quatrième, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Cinquième, tir groupé pour... qui est le premier film réalisé par un Français. Voilà, et tir groupé de la France, parce que juste derrière, on a OSS 117, Le Caire, Nid d'espion. Le retour, Vazrachenia, un film russe. Avec derrière Shaun of the Dead, un film britannique. Hitman, donc un film chinois. Derrière Ratatouille, un film américain, bon. Qui se passe en France. Et Monster Inc. Voilà. Et juste derrière, on peut juste mentionner, on a Matchpoint, Valse avec Bachir et Lost in Translation, qui est à la place porte-bonheur 13. C'est ça, pour le moment. Et on remémore les derniers. Oui, on va commencer par Die Another Day, quand même, qui 48e de la liste. Qui est peut-être le meilleur nanar de la fin de cette liste. Oui, parce qu'en dessous, on a quand même Hancock, qui est un film vraiment pénible. Qui est à chier. Daredevil, qui est encore plus à chier. Samouraï, c'est marrant, parce qu'il y a plein de gens qui nous viennent sur les réseaux sociaux et qui nous envoient des messages pour dire putain, j'ai regardé Samouraï grâce à vous, les gars. Et alors, à ce point-là, mais Curators, donc c'est vrai aussi. La mailing list donc, de nos amis haters nous a mentionné en disant qu'il y a un regain d'intérêt collectif sur Samouraï, puisqu'on a dit qu'il était dispo intégralement sur internet. Il est dispo en français et en anglais, si vous voulez. La double peine est encore valable dans ce pays-là. Et donc, vous pouvez vous faire Samouraï en double feature. Et il semblerait qu'il y ait de plus en plus de gens qui redécouvrent Samouraï. Profitez-en, parce que c'est un nanar cosmique. Alors, faudra par contre nous dire si vous aussi vous avez un éclair qui a frappé votre maison à ce moment-là. C'est savoir si c'était comme moi ou si c'était une malédiction liée au film, en fait. Et le dernier, le 52e, c'est Planète des Singes. Ouais, la version de Tim Burton. Alias le début de la fin de Tim Burton. Ah oui, non, c'est plus que le début de la fin. Enfin là, c'est la mort cérébrale. Oui, c'est plutôt le clash, quoi. Voilà pour les films. Et alors, passons tout de suite aux listes. Et oui, les listes. On est là pour ça, on va graver dans le marbre sévère aujourd'hui. Première liste. Tu aimes les films d'horreur ? Je crois que j'ai un certain penchant pour les films d'horreur, oui. C'est le nom de la liste qui nous est envoyé par Juliette Guénon. On remercie Juliette. Merci Juliette pour ta liste. Et le premier film, c'est Les Autres de Alejandro Amenábar. Donc effectivement, Alejandro Amenábar. En plus, j'en avais causé à un moment donné. Je sais plus dans quel contexte. Ah oui, c'était pour c'est plus le cas. dans le Super Ciné Battle Mission Impossible.
je crois. Ouais. Oui. J'avais touché quelques mots. Oui, donc les autres, donc qui est le film américain de Amenabar, hein, parce que justement c'est le film qu'il a pu. Enfin, je crois que c'est le premier ou c'est peut-être une seule. Non, c'est le premier. C'est celui avec Nicole Kidman. Donc c'est le premier qu'il a réalisé aux États-Unis, justement parce que, enfin, la petite histoire, parce que Tom Cruise avait joué dans le remake de Abra los Ojos, Ouvre les yeux, qui est devenu Vanilla Sky avec Tom Cruise, et donc échange de bons procédés. Tom Cruise lui a mis le pied à l'étrier pour faire son film à lui aux États-Unis. Donc avec cette histoire de Nicole Kidman et de ses enfants qui vivent dans une espèce de manoir reculé, c'est un peu comme chez moi, tu vois, loin de tout, et qui du coup sont persécutés par des autres. Voilà, des présences qui semblent être là, qui ne comprennent pas forcément. Et voilà, donc c'est un film de maison hantée basiquement, mais pas que ça. Mais je vais pas en dire plus. Vraiment pas en dire plus parce que c'est un film à twists. Donc pluriel. Exactement. Ouais. Film à twist et qui sont plutôt bien vus en fait. C'est-à-dire qu'il y a ça apporte un niveau de lecture que t'attends pas forcément et qui fonctionne plutôt bien, je trouve. Même si les procédés sont un peu usés, c'est un peu aussi le problème, c'est que je pense qu'Amenabar est dans ce cas-là, enfin dans ce film-là, est un réalisateur un peu trop appliqué entre guillemets, c'est-à-dire que t'as beaucoup de mécaniques, beaucoup de ressorts où ils prennent pas énormément de risques, etc. Mais ça fonctionne bien et les twists. Oui, t'as l'impression de l'avoir un peu déjà vu. L'impression d'avoir un peu déjà vu, voilà. Il y a des. Je sais pas, genre la Maison du Diable, voilà. Ce genre de trucs. Il y a des séquences globalement qui arrivent pas, tu vois, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est qui arrive pas à se tirer au-delà de la référence ou au-delà de ce que tu as dans la médiane du genre, quoi. Mais pour un film à twist qui a un twist réussi, c'est déjà pas mal parce que c'est aussi un grand truc, hein, c'est l'ère post-Shyamalan, c'est-à-dire que tout le monde s'est mis à faire des films à twist et puis au bout d'un moment tu finissais par voir les trucs venir, etc. Et là c'est pas justement ce qui est bien, c'est que c'est pas tant qu'il en joue que ça a une vraie logique, ça apporte vraiment quelque chose à l'histoire, quoi. Et puis, j'aime bien son efficacité de moyens. C'est-à-dire que c'est pas un film à gros effets spéciaux. Non, oui, voilà, tout à fait. Plus d'ambiance, quoi. Tout à fait, ça. C'est un film d'angoisse. En fait, c'est pas un film d'horreur proprement parler, parce que c'est vraiment, enfin, c'est un film d'horreur au sens classique, vraiment, voilà, au sens vraiment les films d'horreur classiques des grandes années. C'est un film qui mise vraiment sur l'angoisse, l'ambiance, puis le décalage progressif avec la réalité, quoi. Et il a marqué un peu la culture populaire et pas simplement la culture hispanophone, mais vraiment, ouais, il y a une grande empreinte dans ce film dans les années 2000. C'est un film qui est revenu assez souvent, je pense, dans la liste. Oui, puis ça, ce qui avait bien, c'est que c'était des années qui étaient un peu bizarres pour le cinéma de genre, parce que les années 90 ont été vraiment compliquées, et c'était le moment où il fallait un peu trouver la voie, et puis justement cet aspect très classique, hein, sans être péjoratif du film, je pense que ça a permis de remettre les choses à plat pour pas mal de gens, et de revenir à une frousse à l'ancienne, quoi. Où est-ce qu'on va le mettre ? Où est-ce qu'on va mettre les autres ? Pendant que t'es en train de casser tout chez toi. Oui, je fais ce que je peux, si tu veux. Là, Oui, c'est vrai, t'as sauvé tes enfants des flammes. Je regarde s'il n'y a pas un incendie par la fenêtre, voilà. Je deviens un peu parano, là. Et, je répète encore une fois, il est en train d'utiliser son téléphone 4G parce qu'il n'a plus Internet. C'est ça, exactement. C'est à ce point de dévouement, donc la facture data va être salée, mais bon, vous le valez bien après tout. Hein. Yeah. Et qu'est-ce qu'on ferait pas pour graver dans le marbre ? Bon, alors, où est-ce qu'on le grave dans le marbre ? Moi, je le mettrais au-dessus de Batman Begins, personnellement. J'allais dire au-dessus de Batman Begins, mais au-dessus de Hurt Locker même, mais sous Printemps, Été, Automne et sous Innocence. Ah, moi, je le mettrais au-dessus d'Innocence, mais bon, je peux te l'accorder. Bah. Bon, on est à peu près d'accord. Ouais, globalement, on va pas se battre pour ça. Mais ouais, ça me semble une bonne place. Les Autres devient donc le 24e film des années 2000. Eh oui. Deuxième film de sa liste, c'est Saw.
de James Wan. De James Wan, voilà, bah, Saw, le phénomène de l'horreur des années 2000. Voilà, bah, on parlait justement de qu'est-ce qui allait définir le cinéma d'horreur de cette décennie. Bah, c'est clairement Saw, c'est-à-dire l'émergence du torture porn. Alors, c'est pas la création du genre, parce que c'était on peut même revenir jusqu'à Bloodfest, qui était un torture porn à sa façon. Donc, mais c'est vraiment le torture porn qui va s'imposer dans les années 2000. Donc, pour ceux qui ont un petit problème avec l'anglais, c'est la pornographie basée sur la torture, où le sévice est le principal moteur de satisfaction, et aussi le principal moteur de l'intrigue. Voilà. Mais donc Saw, le tout premier. Moi, c'est un film que j'aime bien, le premier, parce que jusqu'à ce qu'on arrive à Saw 7, Saw 6 et compagnie, on peut dire que la formule, elle était plus qu'usée. C'est aussi un film à twist, d'ailleurs. Aussi un film à twist, multiplié par je ne sais combien. Mais c'est un film que j'aime bien. Le pitch, c'est deux hommes qui se réveillent dans une pièce. C'était un court-métrage au début. Oui, c'est ça, c'était un court-métrage. Et voilà, donc le pitch, c'est deux hommes qui se réveillent dans une pièce, ils ne se connaissent pas, il y a un cadavre au milieu de la pièce, et on leur dit globalement qu'ils doivent sortir sous X heures, sous peine qu'ils meurent. Voilà, ils sont attachés, et ils essaient de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont là, pourquoi est-ce qu'ils sont là ensemble, et qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir. Voilà, et donc t'as toute une construction en flashback, et en fait on découvre un tueur qui tue les gens de façon ultra sophistiquée, avec des pièges desquels les gens doivent s'extraire, généralement le Jigsaw Killer. Jigsaw, donc c'est le puzzle. Le puzzle. Voilà, et les gens la plupart du temps n'arrivent pas à s'en sortir, et c'est des morts absolument atroces. Voilà, enfin, je finis même par confondre les meurtres entre les différents sauts, parce que au bout d'un moment, c'était plus trop les différents sauts. Ouais, il y en a eu 7. Ouais. Il y en a eu 7 en tout. Voilà, mais du coup, ça avait le mérite de poser la formule, et puis d'un point de vue de torture porn, il n'était pas encore basculé dans l'extrême, entre guillemets, c'est-à-dire que t'avais encore la recette n'était pas finalisée. Oui, c'est ça. Non, mais t'avais encore un certain équilibre entre ce qu'il veut raconter, la façon de le raconter. Il y a voilà, et c'est pareil, la façon dont le twist est amené, ça gagne pas à être vu, mais ça fonctionne bien, je trouve, la première fois. Et puis t'as Danny Glover aussi qui joue un flic sur le retour. On le voit pas longtemps. Mais moi j'aimais bien la présence de Danny Glover. Voilà, je trouve que c'était un film de petit malin, mais qui fonctionnait plutôt bien. Enfin, James Wan. C'est un film de petit malin qui fonctionne parce que il y a eu avant Project Blair Witch qui a un peu ouvert la voie du renouveau, c'est-à-dire du film d'angoisse avec très très peu de moyens. Il faut savoir un truc, c'est que ce film, il a coûté même pas 2 millions. Il a coûté oui, puis de toute façon 1 million. Il a coûté 1 million, mais par contre. C'est ça, les belles histoires à l'américaine de cette époque-là, c'est qu'il en a rapporté 100 de plus. Oui, c'était un énorme carton, voilà. Et voilà, comme on dit, 7 suites, plus des tas de dérivés, après tous les... C'est un genre qui a vraiment ses aficionados. Ah oui, bah, complètement, qui est parti après, voilà, dans les hostels, dans les Human Centipede, tout ce que tu veux... voilà, donc, mais celui-là, je trouvais qu'il avait le mérite d'apporter quelque chose à l'époque, même s'il a des tics de mise en scène qui sont un peu énervants, c'est-à-dire l'utilisation des accélérés, c'est un peu le problème. C'est un peu le problème de Saw, c'est que c'est des films assez hystériques malgré tout. Mais voilà, le premier, je trouve qu'il se laisse regarder, quoi. Ouais, et puis il avait la vista de l'époque. Oui, puis voilà, et puis comme dit, c'était plutôt bien construit. Voilà, moi le truc, ce qui est marrant, c'est que là, contrairement aux autres, c'est que, les autres, tu sais qu'il va y avoir un twist, mais c'est pas pareil. C'est-à-dire que là, tu sais pertinemment que tu vas être trompé. Tu sais que t'es dans une mécanique un peu à la Hercule Poirot, c'est-à-dire tu sais qu'il on te manipule et t'essaies de trouver à chaque fois la clé à chaque truc. Et à chaque fois, je trouvais que c'était bien anticipé et que, la plupart du temps, c'était bien anticipé et que au moment où tu crois avoir la solution, t'avais toujours un truc qui relançait. Voilà, c'était assez dynamique de ce point de vue-là, quoi, et assez réussi. Et James Wan, donc. Je pense que tu l'as bien résumé, c'est un cinéma de petit malin. Il sortait de l'école de ciné, il a été inspiré par Blair Witch, et puis il s'est dit je peux faire la même chose. Et entre-temps, du coup, il a grandi, il a produit tous les sauts, donc il est devenu multimillionnaire. Et je crois qu'il a fait Furious 7. Ouais, il a fait Furious 7. Il avait fait aussi Death Sentence avec Kevin Bacon, qui est pas inintéressant du tout.
film sur la vengeance d'un père, sujet archi rabattu, mais c'est pareil. Il y a quand même à chaque fois, même dans son Dead Silence aussi que j'avais pas trop aimé, mais tu sens qu'il y a quand même une réflexion de cinéaste derrière, même si il y a beaucoup de choses de maladroites. Que c'est pas non plus un très grand cinéaste, mais c'est pas non plus un mec complètement interchangeable, je trouve, contrairement à tous les types qui vont réaliser les autres sauts où tu sais même pas qui c'est. Enfin, lui il essayait vraiment de chercher quelque chose dans chacun de ses films, voilà, et ça se sent déjà dans ce premier saut. Je regarde la liste. Je peux pas l'envisager au-dessus du Pacte des loups quand même. Oui. Pacte des loups m'éclate plus. Tu vois, bah écoute, moi j'ai pas de. Mais du coup, où est-ce que tu le mettrais, toi ? Moi je le mettrais. Je le mettrais quand même en dessous des 2 tours. Ok. Juste au-dessus d'Avatar, je répète. Juste au-dessus d'Avatar, c'est ça. Tu sais que personne ne proteste sur Avatar. C'est ça qui est fou. C'est comme on a dit, c'est un film que tout le monde a vu et certains l'ont vu alors plusieurs que fois. Autant la ligne verte, on nous en parle, mais jusqu'à il y a 10 minutes, on me disait autant encore, on vient brûler des granges chez moi à cause de la ligne verte. Ouais. Autant Avatar, tout le monde s'en branle. Ouais, c'est incroyable, ça me sidère. Le troisième film de sa liste, c'est The Devil's Rejects de Rob Zombie. Donc c'est le deuxième ou troisième film de Rob Zombie, je sais plus exactement. Non, c'est le deuxième parce que c'est la suite de House of Thousand Corpse, si je me trompe pas dans les titres, parce que c'est un peu le bordel dans ma tête là. Mais voilà, c'est effectivement un film de Rob Zombie qui globalement livre plus ou moins sa version personnelle transformée de Massacre à la tronçonneuse. Ouais, exactement. Parce que alors, mon premier contact avec Rob Zombie, c'était les fausses bandes annonces de Grindhouse. Moi. Oui, ouais, il avait fait celui avec les loups-garous SS, les femmes loups-garous SS. Exactement. Donc c'est j'adore dire cette phrase, c'est débile. Donc ceux qui connaissent pas Rob Zombie, à la base c'est un chanteur leader de groupe de métal qui d'ailleurs porte ce nom-là, Rob Zombie. Donc avec un univers très sombre, très torturé, et ces films sont pareils. C'est-à-dire que voilà, comme on dit, c'est sa version de Massacre à la tronçonneuse. C'est-à-dire que c'est une famille de dégénérés qui partent en road trip meurtrier et qui sont pourchassés par un shérif qui est complètement maboule aussi, qui est joué par William Forsythe. Un William Forsythe qui est... Enfin, pour ceux qui connaissent pas William Forsythe, c'est le méchant dans Justice Sauvage. Voilà. Et ça place... Qui a vraiment une gueule de méchant. Qui a vraiment une gueule de méchant. Et là, il joue un shérif, mais genre complètement allumé. Enfin, Je crois que pour que les gens voient bien sa tête, il était dans Rock. Oui, tout à fait. Ouais. De toute façon, il est dans enfin. C'était un monsieur très second rôle, troisième rôle. On le voit dans énormément de films. C'est un des potes de Tom Berenger dans The Substitute aussi. Enfin voilà. Hop, tout est dit. Voilà. Non, mais voilà, enfin, du coup, c'est un acteur forcément qu'on aime beaucoup, Super Ciné Battle, avec un pedigree pareil. Et donc voilà. Et ce qu'il y a de bien déjà dans The Devil Rejects, c'est que t'as un côté old school, c'est-à-dire que t'as une approche de l'horreur qui est vraiment crasseuse, quoi. C'est une horreur semi-réaliste, à la différence de House of Thousand Corpse, qui était vraiment beaucoup plus délirant dans son approche. Là, on est sur un côté beaucoup plus crasseux, beaucoup plus âpre. Voilà, c'est vraiment un côté années 70. Et on suit cette espèce de famille de dégénérés. Et la frontière entre le bien et le mal... tout le monde s'en fout dans ce film. C'est un truc. Oui, je crois qu'on peut dire ça. Voilà, il y a plus de bien, plus de mal. Tu tentes de survivre au milieu de la sauvagerie. Enfin, ça va très loin dans le traitement des personnages. Tu sais plus, t'as plus de repères. Enfin, tout est. C'est un film qui a eu une énorme influence en fait sur. Non seulement sur le cinéma, mais sur les jeux vidéo. Enfin, je veux dire, tu peux pas jouer à Resident 7. Resident Evil 7, évidemment. Sans voir l'influence de ce film. Évidemment, Resident Evil 7. Et puis même après, voilà ce qu'a fait Alexandre Aja en France avec ses hautes tensions, avec son remake de La Colline à des yeux.
C'est vraiment la même veine. Enfin, c'est cette veine de l'horreur à la fois réaliste parce que t'as pas les délires, t'as pas le surnaturel, mais et à la fois complètement grand guignol parce que justement quand ça tabasse, quand ça tue, il y a des tripes partout, ça fait vraiment mal. Enfin voilà, moi, le passage de Devil Reject dont je me rappelle toujours, c'est cette nana qui torture de façon pour le coup complètement gratuite. Et qui s'échappe, tu sais, elle a le visage de son mari, je crois, qui lui ont collé sur sa tête, après l'avoir dépecé, et elle court comme ça, comme pour s'échapper, puis t'as un camion qui passe et qui explose face caméra, tu fais, ok. Et cette image me restera toujours, et voilà. Et puis ça se finit sur une chanson de Lynyrd Skynyrd, sur Freebird. Ah, j'avais oublié. Ouais, ah ouais, la séquence de fin, voilà, qui est fabuleuse. C'est devenu un film culte pour beaucoup de gens. Enfin, il y a vraiment une espèce de. Bah, non, ouais. Mais c'est un film qui se fait décimer par la critique. C'est un film qui s'est fait décimer par la critique, qui a pas énormément marché et qui, bah, comme dit, a un caractère vraiment très entier, très très tranché. Enfin, il a cette élégance là de ne pas vouloir plaire à tout le monde, comme dirait l'autre. Et il y a un truc que j'aime bien aussi, si tu me permets, du point de vue style, c'est que on parle du Massacre à la tronçonneuse et tu vois des grands classiques. C'est que tu sens qu'il les a tous vus, mais il fait quand même quelque chose de très personnel. Oui, je trouve. et oui, c'est pas par exemple, tu vois, par exemple, je te parle d'un autre mec, je te parlais de Grindhouse, Tarantino, exactement. tu vois les auteurs, tu vois exactement les citations, tu vois, il a fait Johnito, là, tu vois ce qu'il a, tu devines ce qu'il a regardé en faisant son truc, Lady Snowblood, là, il prend quand même un cinéma de genre classique, quoi. Mais il en fait quelque chose de très personnel et très très âpre. Je crois que c'est ça que tu disais. Bah voilà, je trouve qu'il réussit dans ce. Voilà, c'est ça. En fait, et je le redis encore une fois, de nous deux, c'est toi qui es plus branché par les films d'horreur, mais ça c'est vraiment un chouette film d'horreur. Ouais, c'est vraiment un très bon film d'horreur. Et comme tu dis, enfin voilà, la comparaison avec Tarantino est très bonne. C'est-à-dire que on retrouve vraiment le Tarantino parce que il a eu des grosses errances dans les années 2000, mais le Tarantino au début c'était ça, c'est-à-dire que tu sentais les influences, mais le film ne peut ressembler qu'à son auteur. Et vraiment, et effectivement, voilà, il y a un vrai style, il y a un vrai style, il y a une vraie esthétique, il y a une vraie logique en termes de mise en scène par rapport à ce que essaie de nous dire le film, quoi. Et en plus, il y a vraiment, que tu disais sur le William Forsythe, il y a vraiment des gueules. Bah oui. Des gueules que tu vois que dans ce genre de ciné. Oui, bah, de toute façon, il a sa clique habituelle et c'est des tronches de cinéma complètement folles, quoi. Bon, donc on va le classer. Oui, on va le classer. Où est-ce qu'on le met Moi, je le mettrais bien au-dessus de The Chaser. Non, je préfère et Chaser et Taken. Alors, Taken, moi je le mettrais quand même au-dessus de Taken, quoi. D'accord. Taken, mais est-ce que Taken, il faut l'expliquer, Taken est notre over the top. Je pense qu'il est bien parti pour être le over the top. C'est un film gogol qu'on aime regarder. Voilà. Alors que là, quand même, Devil Reject, c'est pas un film. Enfin, vraiment, il y a un vrai travail de cinéaste à. Il y a un vrai propos, mais par contre, c'est un film qui a quand même évacué toute la portée sociale, je trouve, du cinéma d'horreur, enfin, qu'il y avait, et pour en faire quelque chose de très pur, en fait. Bah, en fait, il cherche l'horreur au sens comment ça s'appelle, sensoriel, c'est-à-dire qu'il cherche vraiment la réaction du spectateur, quoi. Il est dans une immédiateté, en fait, de l'horreur. Donc, Rob Zombie, ce n'est pas son vrai nom. Ou alors il a des parents très farceurs, quand même. Ouais. Tiens, notre fils s'appelle Zombie. Bon, on remercie la liste de Juliette. Oui, très bonne liste. Merci Juliette pour cette liste. Et on passe à la prochaine liste qui est... Attends, Daniel. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Oh non, tu vas me faire une Denis Brunier. Exactement. Les gens demandent des choses. Et moi, j'ai assisté à quelque chose cette semaine, Daniel, que je n'ai pas aimé du tout. C'est-à-dire, monsieur Andreev, vous faites venir des États-Unis un jeune homme pour travailler à votre place, pour monter des armoires Billy, pendant que vous relaxez là, à ne rien faire. En fait, je triais les trucs de la cuisine. Et cet homme-là, vous ne le payez pas, monsieur Andreev. Et ça, je trouve ça intolérable. Et donc, pour remercier cet homme-là... Attendons le Patreon. Pour remercier ce monteur de Billy clandestin, qui respecte quand même la clause Molière, parce qu'il parle français, j'ai décidé de choisir sa liste, voilà, et de te l'imposer, parce que bien fait pour toi.
Donc, cette liste, c'est le jeune Benjamin François, travailleur immigré donc, de Los Angeles, Californie, qui nous envoie une liste qui a un nom très, très long, mais je pense assez parlant, qui s'appelle donc J'aurais pu placer Camping, mais Daniel est capable de dire qu'il est bon dedans, alors il est temps d'en finir avec cette fascination malsaine pour Michel Dubosc. Et donc, c'est une liste consacrée à Franck Dubosc. Ah bah voilà, on voulait du français, bah voilà, on l'a. Du grand film français, on en a. Oui, je suis prêt. Je suis prêt. On n'a pas eu beaucoup de films français. Alors, il va proposer un ordre de... Je ne sais pas si l'ordre est pertinent, mais je vais le prendre. Le premier, c'est Astérix aux Jeux Olympiques. Ah putain, allez, ça y est, je me lance. Alors, écoute, figure-toi qu'en plus, j'ai retrouvé ce DVD que j'ai en version pirate russe. Parce que ça m'éclatait d'avoir Astérix aux Jeux Olympiques en cyrillique. Et je suis sûr qu'il est beaucoup plus drôle comme ça, en plus. Ce DVD, j'étais en Russie à l'époque, donc c'est pour ça que j'ai ce DVD russe. Et le truc, c'est que c'est une version pirate qui a été filmée sur l'écran. Ah oui, je vois, un screener. Un screener, voilà. Et du coup, il y avait les réactions du public. Bah, je peux vous dire que ça n'a pas beaucoup rigolé dans la salle. Mais c'est génial en plus comme expérience. Ouais, ça c'est clair. Ah, ça n'a pas rigolé du tout, sauf à un moment. À un moment, je peux te dire exactement, c'est que je crois que Gérard Depardieu, il est amoureux, il veut essayer de... Je sais plus si c'est Falbala ou je sais plus laquelle. Non, c'est la princesse du film. Il sort du buisson, tu sais, il passe la tête, donc Depardieu, et il fait ouh comme ça, ouh. Et là, les gens ont rigolé. Et là, l'hilarité en Russie. Là, c'est la seule fois de... Non, c'est le public français qui a été filmé. Ah, c'est le public... Ah oui, d'accord, ils l'ont filmé chez nous. Ah oui, d'accord. Et c'est vrai qu'Astérix aux Jeux Olympiques, c'est pour ça qu'il est considéré comme le pas drôle de la série. C'est le moins drôle d'une série qui est déjà pas très drôle. C'est ce que je voulais dire, parce que déjà, le Claude Zidi, j'étais pas hyper emballé, on va dire, hein, pour rester poli, quoi. C'est un scénario... Alors, il est réalisé par Frédéric Forestier et Thomas Langman, le producteur. Oui, c'est ce gros tâcheron de Thomas Langman, quand même. Faut bien le dire. En termes de metteur en scène, c'est... Alors, je pense qu'ils ont une culpabilité collective. C'est le fils de Claude Berry. Et le scénario est signé par les mauvais des Guignols, tu sais. Il y a eu la grande génération des Guignols. Oui. Puis ensuite, il y a eu Charlot et Manier qui réaliseront ensuite Boule et Bill beaucoup plus tard. Et grand cinéma français aussi. Hein. Pourquoi je suis calé là-dedans? C'est parce que je présente MDR, donc je suis incollable. Et donc, le scénario est nul. Et il est basé sur Astérix aux Jeux Olympiques qu'ils ont adapté. Et ce film est connu parce que non seulement il est nul, parce qu'il est pas drôle, il y a plein de choses extraordinaires qui se passent. Par exemple, il y a Alain Delon dans le rôle de César. Et il faut le dire, c'est que la première scène où il arrive, tu vois, ça zoome sur lui en train de regarder un miroir. Donc c'est Alain Delon qui est en train de regarder Alain Delon. Et il dit une phrase, il dit un laïus du genre... Je suis le samouraï, je suis Zorro, je suis Rocco et ses frères. Ouais, et il fait la liste de ses films, toute sa filmo pour faire genre je suis mégalo. Et à la fin, il finit en levant les deux mains et en faisant des V, genre de la victoire, ce qui n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens en termes d'écriture, ça n'a aucun sens en termes de réalisation, ça n'a aucun sens en termes d'humour. En termes d'humour, parce que c'était pas très drôle. Et là, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Et après, ça bascule sur... autre chose, ça bascule sur Stéphane Rousseau. Tu te souviens de Stéphane Rousseau? Oui, je m'en souviens, oui, tout à fait. Oui, c'est... Parce que Stéphane Rousseau, c'est le genre, c'est la même chose que Astérix avec chez Cléopâtre. Ils ont essayé de capter l'air du temps, sauf qu'ils ont foiré sur toute la putain de toute la ligne. Et Stéphane Rousseau, c'est la Clovis Cornillac qui essaie d'imiter Christian Clavier dans le rôle d'Astérix, quoi. C'est vrai. C'est genre, c'est complètement, c'est surréaliste. Je crois. Il y a le méchant Poulvord qui malheureusement était en pleine dépression alcoolisée à un moment et ça se voit à l'écran. C'est très triste. Et pourquoi je pense que notre ami Quix nous a suggéré le film, c'est parce qu'il y a Franck Dubosc dedans. Et Franck Dubosc, c'est pas son meilleur. Il joue Assurance Touriste, mais en même temps presque bien parce qu'il essaye de le capter. Tu vois, t'en dis du bien, c'est ça qui a de fou. Il m'a dit dans le mail, je suis sûr qu'il arrivera à en dire du bien à un moment donné. Non, mais c'est le moins pire du film. Il y a Alexandre Astier qui est perdu là-dedans. Je crois qu'il y a Elise Moon. Il y a, de toute façon, en fait, il y a Adriana Carmeux. Et alors, ce qui est un peu intéressant, c'est qu'à la fin,
il y a la scène de comment il s'appelle, de char à la fin, et il y a tout d'un coup, c'est comme si le film s'arrêtait. C'est comme si le film s'arrête au milieu. Il y a une séquence de 10 minutes de tunnel après que le film soit terminé. Alors, chez Marvel, c'est juste une séquence et tu vois Samuel Jackson qui fait des recrues, qui engage ses recrues. Là, pas du tout. Ils font la fête et tout d'un coup, il y a Jamel Debbouze qui sort sans aucune justification. Non, parce que juste, comme ça avait cartonné sur le précédent film, voilà, il fallait faire le clin d'œil. Il revient et là, il parle et tout d'un coup, il parle aux sportifs. Il y avait Michael Schumacher. Vous vous souvenez, le mec de la Formule 1 le mec qui s'est scratché en ski. À Méribel. Bah voilà, genre il y a lui, il y a Tony Parker et Jamel Debbouze essaye de faire de le dribbler, ça marche pas. Et ensuite il y a Zinedine Zidane. Ouais, tout à fait. Qui arrive. Non mais vraiment, c'était. Tu sais, à ce niveau de caméo, c'est l'indigestion. C'est l'enfilage de paire en fait. C'est l'enfilage de paire. Je pense que c'est littéralement à ce niveau-là de caméo, c'est le syndrome de la tourette du caméo. Oui, exactement. C'est-à-dire que ça n'a plus aucune finalité humoristique. C'est juste, il y a Jean Todt, le patron de Formule 1. C'est vraiment, je veux dire, vous imaginez pas, il y a Danny Briand, qui dit pourquoi. Alors on peut me dire que ça respecte l'esprit Uderzo de mettre des caméos de ça, mais non, parce que le coup de mettre des caméos, ça fait pas un film, quoi. Ça fait pas. C'est ça, c'est qu'en fait le scénario, le scénario entre guillemets, je pense qu'ils l'ont écrit comme ça, c'est-à-dire que les mecs, ils ont pris une liste de leurs potes ou des mecs qu'ils connaissaient, etc. Ils ont rempli la feuille. Et ils ont coché ceux qui étaient dispo, etc. Puis après, ils ont fait 2-3 scènes pour aller de l'un à l'autre. Et puis, quand il y avait plus de scènes à faire parce qu'il y avait bouclé le film, mais ils ont tout fourgué, tu sais, genre en camion. Et là, vous êtes tous dans le même truc. Et puis, on s'est dit, ça va faire marrer les gens et les gens vont adorer, quoi. Ça a coûté une fortune. Ça a coûté vraiment genre 80 millions. Et c'est d'une laideur sans précédent. C'est atroce. C'est nul. C'est vraiment pas. Et alors, ce qui est fou, c'est que. Je sais pas s'ils ont fait leur blé parce qu'ils ont fait que c'est celui qui a été le plus mal reçu par la critique et par le public. Il y a eu vraiment c'est vraiment sauf que ce baiser a bénéficié de ce que j'appelle le baiser de la mort, c'est-à-dire Uderzo a dit que c'était son film préféré. et à une époque où Uderzo était vraiment pas très perspicace sur Astérix, il avait détesté Astérix et Cléopâtre. Tu peux penser ce que tu veux du film, mais Astérix et Cléopâtre, au moins tu te marres. Oui, non, mais Astérix et Cléopâtre, moi, en plus, c'est un film que j'aime bien, alors que je suis pas du tout client de Jamel Debbouze de base, mais je trouve que c'est un film où, effectivement, au moins, tu rigoles, il y a des blagues qui sont bien senties, et voilà, Oui, et il y a des trouvailles, voilà, et il y a des trouvailles. Là, on n'est plus du tout dans le même... On fait confiance aux acteurs, voilà. On fait confiance à Gérard Darmon, et tout d'un coup, Gérard Darmon, il a une idée de faire... Et tout à coup, ça devient un gimmick drôle. Et là, aucun moment tu rigoles. Et je rappelle, le moment le plus drôle, c'est Depardieu qui sort d'un buisson et qui fait ouh. Et voilà, c'est ce moment-là où la salle a rigolé. Et alors, regardons la liste. Sauf si tu as quelque chose à ajouter encore. Non, il faut que tu saches un truc, c'est que ce film aurait dû d'abord être... ça aurait dû être Les Bronzés 3, en fait. Puisqu'en fait, le projet initial, c'était que Junio... je sais pas si c'est Blanc ou Junio, qui avait filé un pitch, qui avait à Uderzo, il avait dit voilà ce qu'on voudrait faire, on voudrait regrouper le Splendide pour cette occasion, pour Astérix 3, et Uderzo il leur a fait non, après Astérix et Cléopâtre, c'est pas le lieu, c'est pas là, voilà. Astérix et Cléopâtre, c'était vraiment pas le bon humour pour Astérix, donc voilà, ce que j'appelle le baiser de la mort. Donc, où va-t-on mettre la dernière prestation cinématographique de Michael Schumacher ? Alors, je pense qu'on le mettra en dessous de History of Violence, hein, déjà. Ça, c'est acquis. Ça, c'est déjà acquis. Écoute, je regarde, parce que, honnêtement, c'est un film merdique. Non, mais c'est merdique, et c'est tout le problème, c'est que une comédie qui est merdique, elle est, par définition, pas drôle, et du coup, il te reste plus rien. Tu vois ? C'est quoi qu'il en soit, si on fait un jour un Astérix Super Battle, ça sera le plus mauvais, on vous le spoil tout de suite. Moi, honnêtement, en plus, il y a deux circonstances aggravantes. C'est en plus un film qui a coûté une blinde. Ça a coûté une blinde. C'est un des films les plus chers du cinéma français. Et en plus, la prétention dans laquelle on nous vend la fin avec le coup des sportifs en caméo pendant 10 minutes de non-cinéma.
Pour moi, à chaque fois qu'on m'en parle, on m'en parlait justement aujourd'hui sur Twitter, j'ai dit que c'est mes 10 minutes, c'est ma fin de non-cinéma préférée de tous les temps. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Il faut presque voir ça pour comprendre l'étendue du désastre. Non, mais et à quel point les mecs n'ont pas compris ce qui se passait. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est que moi, j'ai beaucoup plus d'affection pour un samouraï qui est fait avec les pieds, tourné avec les culs et monté avec les burnes, que pour cette merde prétentieuse qui a coûté une blinde de pognon et qui a genre plus aucune excuse. Enfin, c'est au bout d'un moment, là, les mecs, vous avez fait tout ce qu'il fallait pas, vous êtes des tâcherons, et c'est stop, il n'y a rien à sauver et vous n'êtes pas sauvable. Et rien que pour ça, ça mérite vraiment le fond du classement, quoi. Alors, écoute, c'est simple, t'as dit au-dessous de Samouraï, je suis d'accord. Maintenant, est-ce qu'il est au-dessus ou au-dessous de la planète des singes ? Alors moi, très honnêtement, je préfère quand même la planète des singes. Parce qu'il y a Tim Roth. Aussi. Parce qu'il y a Tim Roth et parce que... Mais là, on parle de... Non, mais parce qu'il y a Marco Albert et puis la planète des singes, c'est vachement plus drôle en plus. Je veux dire, je l'ai redit la dernière fois, mais ce moment où Mark Wahlberg voit des singes à cheval passer devant lui et qu'il fait ok. C'est super drôle en fait, c'est 10 fois plus drôle que tout Astérix contre... c'est quoi Astérix aux Jeux Olympiques? Putain, j'ai même oublié le nom de ce film de merde. Il y a un truc, en plus c'était une coprode, il y avait l'Espagne, l'Allemagne, enfin c'était l'Italie aussi. C'était vraiment... Tu m'étonnes qu'on a eu le Brexit après, les mecs, ils se sont dit, si c'est pour faire ça, c'est pas la peine. Hein. Tu m'étonnes. Genre, on est en train de parler d'un film dont... Clovis Cornillac dans le rôle d'Astérix n'est pas le pire truc. Oui, c'est ça. C'est un des trucs les mieux du film. Je pense qu'en plus, et là pour le coup, c'est pas de sa faute. Je pense qu'il savait pas comment faire le truc, quoi. Bref. Bon, bref. Donc Astérix, Astérix aux Jeux Olympiques est donc le plus mauvais film des années 2000. Mais faut garder nos cartouches, hein, parce qu'il y a du lourd. Il y a du lourd. Sa fin est intéressante à analyser parce que c'est quelque chose que j'ai jamais vu. C'est tout d'un coup le film s'arrête. C'est pour placer les copains, quoi. C'est pendant 10 minutes. C'est à ce niveau de fric dépensé. Ça me rappelle une boîte de nuit où les mecs, genre tu sais le cliché des boîtes de nuit où les mecs balancent de l'argent, quoi. Exactement, c'est ça. C'est le bling bling à l'état pur. C'est un gâchis, surtout que Astérix aux Jeux Olympiques est plutôt un bon album en plus. Oui. Oui. Bon, pauvre Goscinny. Du coup, écoute, voilà. Qu'est-ce qu'il a comme deuxième film? Vas-y. Deuxième film, et attention, c'est encore du... Même Franck Dubosc n'a pas pu sauver ça. Il y a encore un très grand moment de cinéma avec une autre adaptation de bande dessinée, avec Is No Good. Is No Good, qui est quand même un film qui a l'honnêteté d'annoncer la couleur dès son titre. Bah oui, c'est pas bon. Ah oui, d'accord. Is No Good, normalement, il y avait un projet d'Is No Good avec De Funès. Oui, tout à fait. C'était là-bas, c'est ça. Et tu me dis De Funès, déjà, moi je signe, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Oui, ça aurait été au moins un film. Et là, entre film Michael Youn à la place quand même. Entre film Michael Youn et c'est sous Patrick Braoudet, je crois. Ouais, Patrick Braoudet. Donc c'était quoi? C'était le film avec les gosses là qui. Alors oui, voilà. Alors full disclosure, je n'aime pas Patrick Braoudet réalisateur. Génial, mes parents divorcent. C'est à ça que c'était génial. Oui, c'était ça. C'était peut-être Génial, mes parents divorcent. Oui. Je hais Génial, mes parents divorcent de toute mon âme. Je déteste ce film. Je m'en rappelle plus. Non, vraiment, c'est horrible. Il n'a jamais été bon. Et donc, Is No Good, donc tu as dit, avec Michael Youn, et quand tu vois ce genre de truc, tu te dis, comment les gens ont pu y croire? Comment ils ont pu mettre de l'argent là-dedans? C'est un film qui coûtait des dizaines de millions. C'est ça, oui. C'était les grosses productions de comédie française... effets spéciaux à décor, à machin, tout ce que tu veux, quoi. C'est la totale, quoi. Et il y a un truc, c'est qu'ils ont essayé de capter un peu l'air du temps, donc c'est pour ça qu'il y a Michael Youn au volant. Et Michael Youn, mais pas complètement antipathique. Je pense que bien utilisé, il peut être un bon acteur comique. Alors, j'attends de voir le film après plus de 15 ans de carrière qui nous prouvera ça, quand même. Hein.
Alors, j'ai une petite tendresse pour les 11 commandements. Ouais, non, mais c'est au pas... secours, Mais parce que c'est Ouais, pas... alors, les 11 commandements, je vous spoil tout de suite, il y a une scène où il est déguisé en Hitler et il y a des lettres gothiques, il fait « Ah, jolie petite écriture !» Voilà, ça m'a fait rire. Non, il dit quelle jolie petite typographie, hein. Voilà. Et c'est Et tout. à chaque fois que je vois des lettres gothiques, je le dis. Non, mais c'est... Enfin, je déteste... Je peux dire qu'en Alsace, j'arrête pas. Je déteste son humour qui est vraiment l'humour pipi-caca. Enfin, je veux dire, j'ai des élèves de petites sections qui sont plus drôles que lui, quoi. Donc, c'est insupportable, Michael Youn, quoi. C'est très possible. Mais là, en l'occurrence, il joue un rôle. Et là encore, on est atteint par le syndrome de la tourette. Ce que j'entends, la tourette du caméo. Et il y en a des milliers. Alors évidemment, il y a Michael Youn, mais il y a aussi... Il y a KDO. Il y a KDO, évidemment. Il y a Dubosc, du coup. Il y a Dubosc. Il y a Magloire. Oui, il y a Magloire. Magloire. Qui se rappelle de Genre, Magloire? Là, je pense que déjà, on fait Magloire. Mais par contre, bon... Pas Magloire de mon père, hein, rien à voir. Il y a Franck Dubosc qui essaye de faire de son mieux, mais il y a aussi Bernard Farcy. Il y a aussi Bernard Farcy, c'est ça. J'adore Bernard Farcy. J'aimerais tant qu'il ait des rôles comiques à sa mesure, et j'espère tant qu'il va revenir dans le reboot de Taxi. Oui. Voilà. Ah non, mais c'est une opinion. S'il est dans le reboot de Taxi, j'y crois à mort. C'est vraiment un super acteur comique. Je pense que c'est un des plus gros acteurs comiques en France avec Didier Bourdon. Enfin, j'adore ce mec. Avec Didier Bourdon, donc. Ouais, Didier Bourdon au cinéma. Didier Bourdon, mais il est super. Ah. Il est... non, mais j'en apprends des choses, c'est bien. Je m'instruis. Non, mais c'est parce que t'avais arrêté de regarder des comédies, mais Didier Bourdon... Alors, non, mais attends. Même dans les daubes, il arrive à t'élever le matériel à un niveau... J'ai arrêté de regarder des comédies pour une bonne raison. C'est que la grande majorité, c'est de la merde. La grande majorité, mais Didier Bourdon, je t'assure, au cinéma, j'arrive pas à trouver un rôle ou un film qui... Ah, je t'assure. T'as vu Jackie au Royaume des Filles? Non, je l'ai pas vu celui-là, la rigueur. Ah bah écoute, vraiment, ça vaut le coup. C'est un vrai grand acteur. Ouais, non, mais pour un type qui défend Franck Dubosc et Michael Youn, je sais pas si je dois te faire confiance. Non, attends, je viens de mettre Astérix aux Jeux Olympiques, dernier de la liste. Non, mais tu pouvais pas faire autrement. Attends, l'autre il dit attends, je te jure, cette herbe elle est verte. Je te jure, je te l'ai accordé, l'herbe elle est verte. C'est pareil, je veux dire, c'est l'évidence même. Is No Good est pas terrible non plus, mais je t'assure, vraiment. Pas terrible, c'est de la merde, c'est de la grosse merde. Oui, c'est de la daube. C'est de la grosse daube. Mais c'est de la daube. Mais c'est pas des mauvais acteurs, tous ces mecs-là. Non, mais alors, un jour qu'ils prennent des bons films, j'en sais rien, tu vois, mais au bout d'un moment, c'est pas de mauvais acteurs, d'accord, ok, moi il me faisait rire quand il était dans la décennie, je sais pas si t'as vu 7 ans de mariage, c'était pas mal avec Didier Bourdon. Enfin, genre, on est en train de faire ouvrir une parenthèse. Ouais, non, 7 ans de mariage, j'ai pas trouvé ça. Même dans la merde, même dans le merdique Fanfan la Tulipe, Didier Bourdon et Jules Louis XV, il a hurlé de rire. Alors que c'est pas le meilleur Gérard Krasvik non plus. Ouais, alors le meilleur Gérard Krasvik, on en est là quand même, on en est réduit à déterminer le meilleur Gérard Krasvik quand même. Je crois que cette émission est partie complètement hors de contrôle. Ouais, je pense que... Oui, voilà. Non mais lancez-moi des comédies françaises, les mecs. Balancez des comédies, on va en parler. Mais ouais, bon, on en revient à Is No Good. Is No Good est indéfendable. Voilà, non, c'est de la merde. Voilà. Is No Good essaye de le regarder en essayant de comprendre qui sont ces gens, et genre les copains qu'on a invités... C'est vraiment pas drôle, quoi. Non, c'est vrai, c'est pas drôle. C'est ni, enfin, comme dirait l'expression de ma grand-mère, c'est ni fait ni à faire. C'est-à-dire que ça a aucun sens que tu le prennes sur le point de vue du scénario, que tu le prennes du point de vue de la mise en scène, enfin, ça n'a aucun putain de sens. Il y a rien qui tient. En plus, on peut même pas dire que c'est une succession de sketchs. C'est le dernier film de Jacques Villeray. C'est le dernier film de Jacques Villeray. Voilà, le pauvre. C'est comme c'est Jean-Yann, son dernier film, c'est Gomez et Tavares, quoi, si tu veux. Et je pense que Gomez et Tavares est bien au-dessus de ça. Oui, bien au-dessus, mais il reste bien en dessous de tout le reste. Ah, si. Je pense que Jean-Yann est brillant dans Gomez et Tavares. Oui, parce que c'est Jean-Yann. Alors que Villeray est pas très bon dans ce film. Non, ça d'accord, oui, mais... Non, et je crois que c'est même pas son dernier, en fait, il en a fait plein de la dernière année, il a fait plein de petits rôles, en fait. Ah, c'est possible. Je suis pas sûr que c'est son dernier, mais je crois qu'il est sorti, genre, pas longtemps avant ça. Non, mais je crois qu'il y a un truc où il est sorti juste après sa mort, enfin, il y a un truc, voilà, c'était le film hommage, quoi, tu vois, on crache sur ta carrière pour célébrer ta mort. Non, mais après, un dernier film, on parle de Raoul Julia, le seul truc, mais Raoul Julia est génial dans Street Fighter. Et il donne surtout tout ce qu'il a. Mais le problème, c'est que Street Fighter, on l'a réévalué à la hausse parce que
il représente quelque chose et aussi un truc délirant. Là, c'est pas drôle. Oui, mais Street Fighter, c'est le même problème, c'est que Street Fighter, il est drôle malgré lui. Lui, il arrive pas à être drôle malgré lui, vu que c'est son but et qu'il y arrive pas. Donc, il te reste rien. Voilà, une nouvelle fois. Bon, on reprendra ce débat sur la carrière de Didier Bourdon et surtout des comédies françaises, parce qu'il y en a vraiment des biens. Hein. Je vous engage à regarder et même à balancer même les mauvaises. Hein. On va les détruire. Mais Is No Good. Oui, des bonnes comédies françaises, on en a. On a OSS 117, Le Caire ni d'espion. Voilà. Des bonnes comédies françaises, ça existe, effectivement. Non, mais Is No Good, tu vois, je le vois au-dessus de Hancock. Mais au-dessous de Die Another Day, quand même. Moi, je mettrais Hancock au-dessus. Ok, d'accord. Parce qu'il y a Charlize Theron. Voilà. Je vais pas me battre. Mais ouais, on est dans des marges très, très subtiles. Hein. Je pense que Will Smith est plus mauvais que tout le cast de Is No Good. C'est vrai qu'il est vraiment pas bon dans Hancock, quand même. C'est clair. Ah putain, Hancock. Putain, mais quel va être le troisième film là Ah oui, mais attention, et c'est du grand. Alors, le troisième film, avant de te l'annoncer. Il aura quand même scoré vraiment beaucoup de doses. Le dernier film, quand même, c'est un film absolument. Comment dire, magique. Ouais, avec Franck Dubosc, donc. Avec Franck Dubosc. Alors, cette fois-ci, c'est Franck Dubosc en lead. Ah, d'accord. Qu'est-ce que ça peut être tu me laisses réfléchir. Ouais, vas-y, essaie de trouver. En lead. Ouais. Alors il y en a un très bien, mais je pense pas que ça soit celui-là. Bah, vas-y, balance. Alors, je pense pas qu'il ait mis ni Incognito. Non, c'est pas Incognito. Ni Camping. Ouais, non, c'est pas Camping. Ni Disco. Oh, je sais. Dis-moi. Ciné fucking Man. Exactement. Alors, Cinéman, faut savoir que c'est le film où il est resté célèbre pour nous cinéphiles parce que Yann Moix, son insupportable réalisateur, a déclaré même Nanarland n'en voulait pas. Et oui, c'est vrai. C'est une citation authentique de Yann Moix, qui est d'ailleurs dans les bouquins de Nanarland, et qui résume vraiment ce film-là. Yann Moix, pour ceux qui ne remettent pas, c'est le mec insupportable chez Laurent Ruquier. Enfin, un des mecs insupportables chez Laurent Ruquier. Non, vous ferez le tri. Il est supposément insupportable parce que c'est son rôle d'être insupportable. Oui, mais je crois pas qu'il force le trait. Alors, je crois pas qu'il force. Je crois pas qu'il force le trait, mais par contre, il est réellement prétentieux et honnêtement, c'est aussi ça qui le rend insupportable. C'est un type qui est réellement prétentieux parce qu'il est aussi écrivain, etc. Et quand tu vois ce qu'il propose, parfois, il a gagné le droit de fermer sa gueule, et notamment avec Cinéman, quand même. Alors, il faut dire un truc, c'est que Yann Moix a réalisé un bon film. Oui. Je trouve. Enfin, un film correct. Bon, j'irai pas jusque-là, mais correct. Non, mais par rapport à ça. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais correct. Ce film s'appelait Podium. Voilà, Podium, c'était. Et Podium a été un énorme. Excuse-moi, je vais juste dire. Podium a été un énorme carton. Principalement parce que le sujet était porteur. C'est des histoires de sosies de Claude François, et tout le monde avait envie de voir des sosies de Claude François au début des années 2000. Et il y avait surtout il y avait Benoît Poulvord dont c'était un des plus grands rôles de sa carrière. Poulvord qui était vraiment très bon, et puis même le mec des Robin des Bois qui jouait Paul Narget, voilà. Ouais. Qui jouait qui était, Paul Narget. Non, Paul Narget. Michel Polnareff, le sosie de Paul Narget. Le clone, ouais. Et c'était vraiment... Et ouais, ils avaient réussi à capturer une esprit du temps, vraiment un truc. Il y avait un truc qui se passe dans ce film. Et c'est adapté du roman de Yann Moix. Et Yann Moix essayait de... En plus, il a improvisé la fin qui tombe assez bien. Donc le problème, c'est que quand tu sors de Podium et que ensuite tu te dis putain, je suis le roi du cinéma, je vais faire Cinéman. Mais c'est exactement ça ce que nous dit ce film. C'est exactement ça. C'est-à-dire, regardez, c'est qui le patron? C'est moi. Vraiment, et tu le sens. C'est-à-dire que chaque plan, chaque choix en termes de scénario, de mise en scène, tu sens Yann Moix qui te dit regardez comment je suis balèze. Et vraiment, c'est un film et alors, il y a un truc, c'est que Franck Dubosc, il a choisi Franck Dubosc, mais c'était pas son premier choix. Il a demandé à Poulvord. Et Poulvord a lu le script et il a fait please stop, don't do it. Il a dit tu vas te ramasser. Et c'est l'histoire d'un prof qui est donc joué par Franck Dubosc, qui va un prof genre de maths, quoi. Enfin voilà, genre un prof comme toi, genre un prof, quoi. Un prof. Ouais. Qui va traverser le temps, ou plutôt traverser les films. Oui, traverser l'histoire du cinéma.
Voilà. Et bien sûr, c'est des grands films hein, qu'il a choisi. C'est genre. C'est Robin des Bois, c'est. Du Sergio Leone, c'est Pour une poignée de dollars. Voilà, il y a. Orange Mécanique. Voilà, enfin, t'as. Sur l'affiche, c'est Tarzan. Enfin, voilà, t'as. Voilà. T'as effectivement. Voilà. Et voilà, il doit traverser le temps, il doit sauver en plus une fille qui s'appelle, enfin j'ai oublié son nom, mais qui est jouée par Lucy Gordon. Et Lucy Gordon qui est décédée il y a pas si longtemps, vous vous en souvenez peut-être. Elle jouait dans Les Poupées Russes de Cédric Clapiche. C'est elle qui jouait Jane Birkin dans La Vie de Gainsbourg. D'accord, ok. Ouais, donc tu vois, donc en plus, il y a une espèce de côté un peu. Elle est morte juste presque en même temps que le film. Enfin, tu vois, encore une fois, le cinéma a failli mourir aussi en même temps que le film, hein, d'ailleurs, il faut dire ce qu'il est. Et c'est un film merdique. Alors, et en plus, si vous voulez, il y a vraiment beaucoup d'anecdotes en fait sur ce film, puisqu'en fait, il existe une. Alors, évidemment, le film est médiocrement filmé, mais il existe une version entièrement redoublée par Yann Moix lui-même. Non mais c'est vrai, il existe une version entièrement et il entretient ce mythe. Alors je sais pas s'il est vrai ou s'il est faux. Et où il double tous les personnages et il dit que c'est la meilleure version, c'est la version authentique du film. Et malheureusement on le saura jamais parce que c'est un film complètement maudit. C'était un flop monumental. Un échec et en plus ça a entraîné. Enfin il y a beaucoup de gens qui ont comme participé. Je crois qu'il y a eu Galabru. Qui c'est qu'il y avait encore il y en avait encore un grand, il y a genre Pierre Richard, enfin tu vois il y avait plein de personnes quoi. Et alors ajouter un truc un peu qui est un peu copinage, c'est que je crois qu'il y a je sais pas si ça parle aux gens Enthoven. Est-ce que ça te parle toi? Oui, Raphaël Enthoven. Alors Raphaël Enthoven, mais le truc c'est qu'il y a Julien Enthoven qui joue dans le film, et je crois que Julien c'est le frère, je crois que c'est le frère de Raphaël Enthoven. Raphaël Enthoven qui est donc l'ex de Carla Bruni, mais c'est aussi le fils de Jean-Paul Enthoven. Et Jean-Paul Enthoven, on le connaissez peut-être puisque c'est celui qui a écrit le scénario du Jour et la Nuit de BHL. Ah, grand film que nous avons dont nous avons parlé. Où je veux en venir, c'est que Yann Moix a écrit une des meilleures critiques du Jour et la Nuit pour défendre son... C'était vraiment de la bonne camaraderie. Écoute, les gens disent « Ouh, le vendu ». Moi, je trouve ça quand même très classe de tout bouiller à tel point pour une telle daube. Genre parce que le Jour et la Nuit, on l'a mis... je regarde, attends 2 secondes. On l'a mis 107ème sur 111 dans les années 90. Voilà, donc, c'est ça. C'est un nanar turbo-cosmique. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 10, donc c'est dans l'épisode 10... c'est un nanar extraordinaire et en plus le making-of un nanar qui a le melon aussi, c'est pareil, c'est les mêmes catégories hein. Oui, qui avait envie de la révolutionner le cinéma, et le making-of Autopsie pour un massacre et à se pisser de rire. Vraiment, c'est un grand film. Si vous le trouvez en DVD pour pas cher, franchement, regardez-vous le making-of, c'est absurde. Et pourquoi si je parle de Enthoven, c'est pas simplement parce que Julien, et pas Raphaël, Julien Enthoven joue dedans, mais donc Bernard-Henri Lévy s'est senti obligé de défendre Cinéman. De défendre Yann Moix et Cinéman, dire que c'est un des plus grands cinémas de l'histoire de tous les temps, un film qui fera date. Du coup, c'était genre le baiser de la mort. Encore une fois. Ouais, non mais il mérite des claques, c'est genre, c'est pas possible quoi. Voilà, c'est bizarre. Donc voilà, c'est un film catastrophique. C'est un film catastrophique qui pareil n'est jamais drôle, n'est jamais inspiré et laid comme un cul. Et encore, j'ai connu des culs beaucoup plus beaux que ça. Enfin vraiment, c'est une torture de chaque instant. Vraiment une torture. Bon bah où est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre bas. Bas. Moi je pense que je préfère regarder Samouraï. Je pense que je préfère regarder Samouraï aussi, largement. Je crois que je peine à croire que je trouve La Planète des Singes beaucoup plus drôle. Je trouve La Planète des Singes est plus regardable. Bien sûr, moi aussi. Maintenant, est-ce que je préfère Astérix aux Jeux Olympiques le choix est cornélien. Ou Cinéman En termes de non-cinéma, c'est quand même compliqué cette histoire. Le truc, alors, je vais juste dire un truc qui va peut-être les départager. Je trouve que du non-cinéma dans Astérix aux Jeux Olympiques, il y en a 10 minutes à la fin. C'est vraiment les 10 minutes où il n'y a vraiment plus aucune envie de cinéma.
Au moins Yann Moix, c'est du non-cinéma, mais il a eu envie de le faire jusqu'au bout. Oui, non, mais je pense que c'est ça. Je pense que effectivement, rien que pour ça, on va le sauver entre guillemets. Ouais. Et je veux bien croire qu'il est fait dans des conditions difficiles. Non mais qu'il ça a c'est pas une eu- excuse. Enfin, je veux dire, genre, je connais pas un tournage qui est facile, même quand ils le disent dans le making. Enfin, tu vois, c'est pareil les mecs qui disent oui, mais vous pensez pas à tous ces gens qui ont travaillé dessus. Quel est le fucking rapport? Je veux dire, c'est pas parce que t'es 600 à bosser dessus qu'à un moment donné il faut être gentil avec toi. T'as fait de la merde, c'est tout. Ah, je viens juste de vérifier, et ça a coûté le même prix que Is No Good. Mais c'est pire. Mais c'est 22 millions, tu vois. c'est pire. Alors, on Bah, pourra en écoute, sauver des enfants en Afrique avec tout ça, hein, comme dirait l'autre. Alors, c'est ce qu'on appelle avec mon camarade Pouillot à Gamecult, on appelle ça... il y a les jeux qu'on appelle les villages Oui, d'Afrique. les jeux villages en Afrique. C'est-à-dire, pourquoi faire ces jeux alors qu'ils auraient pu envoyer l'argent directement à une bonne cause? Je comprendrais C'est jamais. ça, bah ça c'est les films Village en Afrique. Label Village en Afrique. Voilà. Et ben écoute, Cinéman est donc l'avant-dernier film des années 2000. On va remercier Quicks Bah oui. qui a quand même... Alors, je veux pas mettre la pression pour les autres, mais il a quand même scoré 2 des plus mauvais films de la décennie. Ah, il est arrivé, il a mis les pieds dans la gueule, hein, comme Ouais, Chuck ça, c'est Norris. clair. Voilà. Donc voilà, maintenant que j'ai piraté ta jolie petite programmation, tu peux reprendre le cours normal de l'émission. Putain, et tu te rends compte qu'on a fait 1 heure de... On fait encore une liste alors? Oh non, allez, on va essayer d'en faire 2, Daniel, allez. Bon, allez, on fait une première. Et alors, c'est une liste qui nous est envoyée par Virginie. On remercie Virginie. Bonjour Virginie, merci pour ta liste. C'est une liste qui s'appelle La vie, la vraie, au champ. Au champ, en Et 2 c'est- mots ou pas? Ok, au champ en un mot. En un mot. Et ces films de la vie vraie qu'elle nous envoie. On commence donc avec Little Miss Sunshine. Little Miss Sunshine. Donc, Little Miss Sunshine, c'était un peu comment ça s'appelle, le gyrophare du cinéma indépendant de ces années-là, parce que Faussement indépendant. oui, faussement parce que indépendant, mais disons que voilà, c'est un film qui a démarré à Sundance et qui a été monté en épingle autour de sa réputation, d'indépendant, et qui est un peu, c'était un peu le syndrome du film que tu ne pouvais ne pas aimer en fait, tu sais. La façon dont on te le présentait, c'était un peu ça. ouais, c'est tellement de bonheur à la fois. Voilà, Il y exactement. avait un truc de si tu l'aimes pas, c'est que t'as pas de cœur. Tu vois, c'est un peu un truc comme ça, un peu une pression. Voilà. Une Mais en pression même temps, de- il faut savoir toujours différencier les connards du marketing et le film lui-même. Parce que moi, c'est un film que j'aime bien, en fait, Little Miss Sunshine. C'est un film que j'aime bien parce que je trouve que les personnages... C'est-à-dire que Je trouve que le personnage de Steve Carell est assez cool. Mais c'est une espèce de famille dysfonctionnelle. C'est une famille dysfonctionnelle qui en fait suit la cadette au travers les États-Unis dans des concours de beauté. Parce que c'est son grand rêve, etc. Et voilà. Et moi, je trouve que l'alchimie de cette famille fonctionne vraiment très bien. C'est-à-dire que moi, j'y crois, comme dirait l'autre. Je trouve qu'il y a une vraie alchimie dans cette famille. Et voilà. Et ce côté, justement, on plaque tout, on part dans notre van pourri pour essayer de concrétiser le rêve de la petite, aussi absurde soit-il. Voilà, je trouvais qu'il y avait un truc qui était vraiment intéressant, qui fonctionnait vraiment bien, quoi. ouais, ils ont su capter un peu genre l'air du temps. Je pense ce film, aussi gentil soit-il, oui, c'est vrai, un objet gentil, un film. Je déteste cette affirmation. A eu une influence assez néfaste en fait sur la suite de la production, comme par exemple on l'avait mentionné par exemple pour Avatar, tu vois, en fait ça a déclenché l'engouement pour la 3D qui n'a pas été complètement bénéfique Voilà. à mon Mais avis, après, pour comme le dit, cinéma. après ça c'est pas forcément, enfin ça c'est le film qui, enfin c'est ce qui s'est passé par la suite. Oui, le syndrome Sundance du film indépendant, alors que bon, c'est un film qui est Fox Searchlight, tu vois, qui a été le producteur de beaucoup de films que je déteste en fait. Pseudo-indépendant, il y a 500 jours ensemble, et peut-être des films qu'on va voir dans la liste qui suit. Donc je dis rien, mais tu vois, tous ces films un peu de bonheur
de bonheur indie qui me plaisent pas, quoi. Pas forcément. Bah moi je trouve, moi c'est un film que j'ai envie de défendre parce que vraiment je trouve cette famille touchante, et puis même il y a un truc que j'aime bien, c'est que le regard qui est posé justement sur cette Amérique qui se regarde le nombril et qui passe son temps justement à se regarder dans le miroir en étant la plus belle, cette espèce de, à la fois cette Amérique profonde qui se rend pas compte qu'ils sont complètement à la masse et qui se croient supérieurs aux autres parce que voilà, c'est l'univers des concours de beauté, etc. Je trouve que le regard qui est posé dessus est assez efficace parce que tu sens la critique, mais t'as jamais le côté on va condamner ces gens finalement. C'est-à-dire que c'est plus montrer que le système est absurde et que s'enfermer dans les critères finalement ça va rien apporter au bonheur. C'est pas parce que tu vas gagner ton concours que tu vas te sentir mieux dans ta peau. Enfin, l'idée c'est vraiment ça, et je trouve que c'est fait vraiment sans méchanceté, que finalement ce qui est important c'est pas que ils aient déjoué le truc, parce que finalement elle arrive au concours de beauté, elle fait son truc, elle perd. On s'en fout, c'est que au bout d'un moment ces gens se soient retrouvés ensemble en fait. Ouais, c'est qu'ils ont un moment d'élévation, et c'est un peu un truc qu'on va retrouver dans les films à Pato aussi. C'est où les gens sont pas complètement condamnés par leur statut. Voilà, exactement. Ils ont un moyen de s'échapper de leur propre c'est-à-dire carcan. qu'au début ils sont esclaves finalement de certains dictats de la société qu'on leur renvoie, et c'est finalement en se confrontant eux-mêmes par rapport à ce rêve américain que finalement ils se rendent compte que c'est pas ça qui compte. Voilà, et je trouve que c'est fait de façon délicate entre guillemets, c'est-à-dire que y a pas de c'est pas les pieds dans le plat, c'est voilà, on reste concentré sur l'évolution de ces personnages là, et on nous dit pas ils vont changer la société quoi que ce soit, ils nous disent finalement ils se sont rendus compte que ils sont heureux ensemble sans tout ce qu'on leur impose. Et je trouve que ça fonctionne vraiment bien. C'est un film que, honnêtement, c'est pas un film que je mettrais dans ma DVD tech ever sur une île déserte, mais c'est un film que je trouve vraiment plaisant à regarder. Et c'est ça qu'on appelle gravé dans le marbre. C'est les DVD deck ever qu'on emporterait sur une île déserte. Enfin, et il y a un autre truc, je viens juste de vérifier. Il a été César du meilleur film étranger. Meilleur film étranger, donc, pourquoi il est produit César du meilleur film. Ah oui, César, oui, non, putain, ouais, excuse-moi. Donc, je suis pas la base. et alors, je vais juste dire les gens qui l'ont loupé. Il y a eu The Queen de Stephen Frears, Babel de Inarritu. Ah ouais, alors Babel, j'ai un problème avec ce film. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui nous ont proposé Babel. Mais Babel, je pense je vais le défoncer. Ah, pas le défoncer, mais j'ai des problèmes avec ce film. Je déteste Babel. Volver. Ouais. Donc, ça c'est quand même autre chose. Et Le Secret de Brokeback Mountain. Ah oui, bon, qui recalait de tous les prix. Oui, ça c'est ce qu'on appelle passer à côté du louper le coche, quoi. Oui, non mais oui. C'est un film qui a beaucoup manqué de coche. Ah oui. Ouais. Alors que bon, on va spoiler, mais moi j'aime beaucoup ce film. Ah ouais. Brokeback Mountain. Ouais. Bah oui. Bah oui, je veux dire, c'est pour ça que t'es parti vivre à la montagne. C'est pour ça que je t'invite régulièrement. Wink. Putain, je sais tout sur toi. Ouais, où est-ce qu'on va le mettre? Ah, et j'ai oublié de dire un truc, c'est aussi l'Oscar du meilleur second rôle au grand acteur Alan Arkin. J'adore Alan Arkin, c'est vraiment un super... Qui joue le... les gens le reconnaissent souvent parce qu'il est dans Argo. C'était un des deux mecs dans Argo. Oui, c'est ça, il joue le grand-père, voilà. Le producteur, ouais. Oui, non, mais dans là, il joue le grand-père. Le patriarche, c'est ça. Il pouvait pas jouer autre chose. Non, mais je cherchais parce que je remettais pas les personnages, mais oui, tout à fait. Où est-ce qu'on le met Moi, je le mettrais juste en dessous du Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. J'allais dire que c'est un peu le même genre. C'est un feel-good movie. Voilà. Mais malgré tous les problèmes que j'ai avec le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, je trouve que le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain est plus fort. Et j'ai aussi vérifié pour les Oscars. Et Little Miss Sunshine ne l'a pas eu. Et alors, il ne l'a pas eu face à The Queen, encore une fois. T'as pas de bol, tu vois. C'était pas ton année. Face à Babel, encore une fois. Mais c'est Babel qui l'avait eu, non ? Non. Ah ouais, je croyais. C'était pas Letters from Iwo Jima non plus. Ouais. C'était The Departed. Ah oui, tout à fait. Les exact. infiltrés. C'était cette année-là. Oui, exact.
C'était la fameuse année du finalement on va te le donner, Ouais. Scorsese. Mais moi, c'est un film que je défendrais corps et âme, The Departed. Je l'annonce. Eh ouais, dans ta gueule. Non, tu défends France Dubosc, tu n'as pas le droit de citer dans ce débat. J'ai pas défendu Franck Dubosc aujourd'hui. On a bien compris, oui, c'est ça, aujourd'hui. Nous avons bien compris votre petite manœuvre, monsieur Mais Andreev. attends, je rappelle quand même qu'il y a Franck Dubosc qui est dans le dernier film et dans l'avant-dernier film et dans l'avant-avant-dernier film. Genre, quand même, j'ai pas défendu non plus. Mais on m'a pas donné le meilleur. Je tiens à le dire. Donc voilà, Little Miss Sunshine. Allez, deuxième film de la liste de Virginie. C'est Juno Ah, oui, du réalisateur, donc... de Reitman. Voilà, Attention, le fils, pas Reitman, le fils. pas Reitman papa, Oui. Reitman Le fils, pas Ivan Reitman, évidemment, Jason Ouais. Reitman, donc, qui nous avait fait In the Air, qu'on avait Ah oui, bien et détesté voilà. quand même. Alors Invier, oui, il est juste au-dessus de Die Another Day. Je sais pas comment Die Another Day est passé dessous, hein, parce que c'est pas possible. Ah si, quand même, Mais bon, ça a été gravé dans le marbre. C'était gravé dans le marbre, on ne peut plus revenir en arrière. Donc Juno, c'est un film qui nous raconte l'histoire d'une adolescente qui est enceinte, voilà, tout simplement, et de tous les affres, les affres autour de ça. Donc avec il y a Ellen Page, donc qui joue la fameuse adolescente. Il y a Michael Cera qui fait le petit ami de la jeune femme. Et surtout, il y a l'immense, le génial, le charismatique, le tout ce que tu veux, J.K. Simmons, qui fait le père d'Ellen Il Page, est tellement bien. et ouais. qui est J.K. Simmons, qui est génial. Je l'ai, même dans les trucs que j'ai pas aimé, il est génial. Comme Arkin dont on parlait juste avant, c'est vraiment un grand C'est acteur. vraiment un grand acteur qui a une reconnaissance tardive du grand public, méritée, mais je veux dire, voilà, moi, la rencontre avec J.K. Simmons, c'était le Vernon Schillinger dans la série Oz, le leader de la confrérie nazie, où il est hallucinant, quoi. Et encore une fois, il y a une espèce de... je crois que c'est un Fox Searchlight, non ? Oh oui, sans doute, oui. Je me demande si c'est pas un Fox Searchlight, donc encore une fois... C'est possible, effectivement, que Oui, c'est un Fox Searchlight. le label indépendant de Fox, quoi, entre guillemets. Voilà, enfin, entre Oui, guillemets non, mais- indépendant, c'est un film avec Jason Bateman et Jennifer Garner. Oui, quoi. c'est ça, oui, c'est... Et sa particularité, c'est que il est scénarisé par Diablo Cody. Et je sais pas si tu connais Diablo Cody, mais c'est quand même une scénariste à succès, en fait, qui a bon, elle a vraiment débuté avec Juno, mais elle a été scénariste sur pas mal de trucs, ouais. Jennifer's Body. Elle avait fait aussi ouais. l'autre film de Jason Reitman, non, avec Charlize Theron, là... comment ça s'appelle? J'adore comment tu dis Charlize Theron, vraiment, ça. Oui. Je sens le mépris. Non, pas du tout. Alors, j'aime beaucoup Charlize Theron, pour le coup. Mais D'accord. c'est juste, j'ai pris l'habitude de dire Theron, je sais pas pourquoi. D'accord. Mais non, c'était quoi? C'était truc où les... Young Adult, non, je sais plus, un truc comme ça? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et c'est une nana qui a le sens du dialogue et le sens de la proximité avec son sujet, en fait, parce que elle prend sur sa vie, sur son expérience pour écrire des scénarios. Et je pense qu'elle a pas eu la carrière qu'elle mérite, parce qu'elle a été très vite rattrapée par le système, en fait. Jennifer's Body, qu'elle a écrit, en fait. Avec Megan Fox. Bah voilà, justement, ça aurait pas dû être un film sur Megan Fox, en fait, c'est beaucoup plus un film sur Amanda Seyfried, en Voilà. fait, si tu regardes. Ouais. Mais c'est Megan Fox qui vient avant, Megan parce que Fox c'était l'époque juste après Transformers, parce que elle sortait de Transformers, tout le monde disait Transformers, c'était quoi? c'est C'était 2008, c'est ça, ou 2007 peut-être? Ouais, je sais plus. ouais, et Jennifer's Body, je crois que c'est 2009, c'est ça, il me semble, ouais. Donc du coup, ouais, c'est Diablo Cody a pas eu le succès qu'elle mérite, je pense. Elle avait vraiment senti un truc. Et j'ai un gros problème quand même avec Juno. Je sais pas toi, mais En fait, et moi je suis pas papa comme toi, donc j'ai pas le point de vue papa. Mais j'ai un gros problème avec Ellen Page dans ce film. Pour une simple raison, c'est que bon, elle est enceinte. Elle pense avorter pendant 2 minutes et finalement elle décide de le garder et de trouver un couple à qui elle va donner cet enfant. En fait, c'est ça le. voilà, c'est et du l'idée. coup, c'est Bateman et Jennifer Garner. Et le gros problème, c'est que je la trouve séductrice, en fait. Dans le sens séductrice, c'est que elle dit exactement les trucs cool
que les gens veulent entendre en fait. Oui, en fait, c'est vrai qu'il y a le problème de Juno. En fait, enfin, c'est un film que, contrairement à In the Air, j'aime bien. C'est-à-dire que Ah non, moi je pas Juno. Moi j'aime bien le jeu parce que je trouve les personnages ne sont pas insupportables. Le personnage de J.K. Simmons, je trouve génial, justement en père américain moyen, qui a pas du tout la réaction que t'attends de l'américain moyen, que je trouve vraiment formidable dans le traitement de sa fille, etc. Enfin, il y a vraiment, je trouve le personnage super attachant, super bien vu. Mais le problème, c'est qu'effectivement, c'est un film qui peut-être force trop son côté cool. Effectivement, Juno, il est trop basé sur la coolitude et elle est tellement cool. Elle essaye, elle en fait des kilotonnes. En fait, Juno est trop cool pour être vrai, en fait. Alors, il y a des moments tu kiffes quand même parce qu'il y a des références qui sont bien senties, des trucs. Mais oui, elle aime les films, mais elle aime le bon rock. Voilà, tu exactement. Vois, elle aime pas le rock que les gamines de son âge aimeraient. Alors après, mais elle aime le rock qui fait bien à dire. Après, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que t'as une vision médiane de ce que devrait être une adolescente de ces années-là, mais ça n'empêche pas d'avoir des adolescents qui sont toujours à la marge et qui, voilà, c'est toujours pareil, c'est toujours pas le problème du cinéma. Tu te dis, tu peux toujours te dire, ouais, pourquoi est-ce qu'on fait le film sur John McClane alors qu'on le fait pas sur un otage, tu vois, c'est un peu ça aussi le truc. Quelque part, en fait, c'est qu'on reproche à ce film-là de nous parler d'un personnage exceptionnel alors qu'on attendrait qu'il ne le soit pas. C'est pas ça le souci, c'est que tu vois, ça fait un peu procès d'intention, honnêtement, je trouve, à ce niveau-là. Je l'ai déjà dit dans Super Ciné Battle et je vais le redire une fois, c'est que je déteste les enfants qui parlent avec des bons mots d'adultes et j'aime tout aussi peu les tu parles pas mal de ma qui... fille, ok? Non, t'es con. Mais non, mais au cinéma quoi. Et je déteste tout autant les ados qui parlent avec des bons mots d'adultes bien sentis. Et elle en fait trop. Et je la trouve, quand elle parle à Jason Bateman, il y a des scènes où elle l'allume littéralement. Et je trouve ce film, s'il joue là-dessus, je trouve ça assez débectant en fait. Ouais, alors moi j'ai jamais eu l'impression qu'elle l'allumait spécialement. Ce film, si je le regarde, à chaque visionnage, je le détesterai encore. Non, parce que moi, et comme dit justement, parce que le personnage central, c'est le personnage, enfin central en tout cas, qui moi fait que ça fonctionne, c'est justement le personnage de J.K. Simmons. En tout cas, moi, quand tu vois ce personnage-là, oui, c'est celui lequel t'as le plus relationnel, oui, mais surtout, c'est le papa. Oui, non, pas forcément, parce que quand je l'ai vu, j'étais pas papa. Mais enfin si, en fait, si 2009, j'étais déjà, mais surtout, je me projetais pas comme ça. Mais surtout, c'est que avec un père comme ça, moi, je trouve pas ça complètement absurde d'avoir une fille comme ça, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que elle serait née dans une famille de débiles profonds, électeurs de Trump, tout ce que tu veux, machin, vraiment super basique, super con. Là, je trouve qu'il y a un vrai décalage. Enfin, tu sens l'éducation qu'elle a reçue à travers le personnage de ce père-là, en fait. Et moi, ça m'a pas choqué du tout que alors c'est peut-être trop écrit, effectivement. Mais je trouve pas que ça empêche je trouve pas que ça rende le film insupportable pour autant. Moi, la gamine là qui passe en revue les vinyles de l'autre, elle fait il y a Iggy Pop, Patti Smith, tu vois, genre ouais, mais après c'est pareil, des gamines comme ça existe, hein. Enfin, je veux dire, ça existe, mais ce que je veux dire c'est qu'elle allume le mec et c'est comme quand je vois Les Misérables avec Virginie Ledoyen et Depardieu. Je vois Depardieu, je vois que le regard concupissant moi j'ai entre les deux. Alors, tu vois. moi justement, moi j'ai pas l'impression qu'elle allume. Mais effectivement, le personnage de Bateman est clairement attiré par le personnage d'Ellen Page, mais c'est pareil, je vois pas du tout le personnage d'Ellen Page comme manipulateur à ce niveau-là ou calculateur. C'est une ingénue, tu vois. Mais et justement, et le personnage de Bateman, on lui renvoie. Si je le vois et que ça me dérange, c'est que je peux pas c'est que ça a été fait, hein, pour moi. Je peux pas m'en empêcher de le penser. Surtout que le personnage de Bateman, on lui renvoie, ce comportement-là aussi, c'est ce qui va finir par lui poser problème dans la suite du film. Donc je vois pas où était je vois pas où est le problème entre guillemets, quoi. Moi, ce film me débecte, mais voilà, je le déteste. Bah pas moi du tout. Dis-moi toi et dis-moi. Pouf, où est-ce qu'on le met Dis-moi ta fourchette basse et moi je te dis ma fourchette haute. Ma fourchette basse. Attends, je vais me lancer. Vas-y. Parce que moi je veux entre Trouble Every Day et Qui a tué Pamela Rose. Non, et si je m'écoutais, je le mettrais à côté d'Invière, tu vois. Ah là, non, là c'est non, pas du tout. C'est vraiment, enfin,
t'as pas les personnages connards, fils de pute qui se plaignent alors qu'au bout d'un moment, s'il suffit de leur ouvrir les yeux, justement au contraire. C'est pas du tout, c'est pas du tout ça. Moi, je le mettrais sous Sin City personnellement. Non, je préfère le Pacte des loups de très loin. Bah alors on le met juste Pacte des loups, mais je descendrai pas plus. Non. Si, fais une concession. Allez, Daniel. Alors, je vais te donner une concession au-dessus du Seigneur des Anneaux les deux tours, mais pas au-dessus de Saveur de la pastèque. Alors ok, ça marche. Parce que Saveur de pastèque, c'est un film que j'ai vu moi, donc j'utilise. Oui, non, mais cet argument. T'as toujours un bon argument de toute façon. Mais regarde-le, hein, tu vas passer un bon moment. Hein. Oui, peut-être, oui. Surtout toi qui as eu très chaud ces derniers temps. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu sais que quand tu reviens le lendemain, ça sent le brûler, mais genre à des centaines de mètres à la ronde, c'est impressionnant quoi. 3e film de la liste de Virginie, et je pense qu'il est pire que les deux autres. C'est Garden State. Attends, Garden State, c'est celui avec Nathalie Portman, c'est ça? Exactement. Oui. C'est celui avec Nathalie Portman. Avec le bus. Non, attends. Oui, ils sont sur le toit du bus, sur la c'est ça? Et réalisé par Zach Braff. Voilà. Qui jouait une série que je connais pas, mais qui est super connue. Scrubs, c'est ça? Scrubs. Ouais, c'est ça. Je voilà. suis pas très fort en consonne. Mais c'est un truc qui est dans les genres monde médical ou je sais c'est ça. quoi, c'est un espèce de. C'est un sitcom. C'est un sitcom sur le monde médical. J'ai jamais trop suivi. Enfin, j'ai pas jamais accroché en fait, donc pas vraiment d'avis. Est-ce que tu veux te lancer ou c'est Non, vas-y, t'es bien parti. Alors écoute, c'est l'histoire d'un mec qui est en pleine dépression, médicamenté. Il est dans une chambre blanche, tout est blanc chez lui. Et un jour, il se retrouve, il apprend que sa mère vient de mourir. Et donc il retourne dans le ville de son enfance, qui est à Bled Paumé, genre au New Jersey, évidemment quand on parle de Bled Paumé. Et voilà, et il rencontre Nathalie Portman qui va lui redonner goût à la vie. Oui, voilà, tu as résumé le film. Voilà, c'est à peu près ça. Est-ce que tu aimes ce film? Non. Avant que je le défonce. Non, Garden State, j'ai pas d'affect particulier avec Garden State. Je le déteste, et pourtant il y a des bons acteurs. Je crois qu'il y a Peter Sarsgaard. Mais il y a Nathalie Portman et Zach Braff. Et Zach Braff ne sait pas jouer. C'est terrifiant. Je pense que si tu sais pas jouer la dépression, faut pas essayer. Ou alors faut faire en sorte que tu sois vraiment dépressif. Voilà. Ouais, il faut apprendre. Et tu lui, t'imprègnes. Il comprend pas du tout. Et Nathalie Portman, elle est. Alors c'est la première fois qu'on va utiliser ce terme, je pense, dans Super Ciné Battle. Elle est l'incarnation de ce qu'on appelle la Manic Pixie Dream Girl. Et c'est un terme qui est apparu il y a juste à peu près en même temps que ce film-là. C'est ces termes qui définissent cette fille un peu magique, un peu féerique, qui est parachutée littéralement dans les films pour mettre en exergue toutes les qualités du héros. Genre, mais non, en fait, t'es un gars bien, t'es une personne positive, et puis évidemment, je suis tombée amoureuse de toi, et à la fin, tu me pécho. Elle ne sert à rien, elle n'a aucune forme de personnalité, si ce n'est celui de lui rendre sa virilité, en fait. Oui, de lui rendre sa virilité, oui, d'une certaine manière empirique, j'ai envie de dire. C'est horrible à regarder parce que en plus il y a la bande son un petit peu indie. C'est encore une fois une production Fox Searchlight. Et Nathalie Portman, elle est horrible dans ce film. Et j'ai déjà dit que j'aimais pas Nathalie Portman. Je pense que c'est le plus mauvais film de Nathalie Portman avec Star Wars épisode 2. Genre il y a un moment où elle dit mais tu sais quoi, regarde, tu peux être un mec vraiment bien. Moi ce que je fais parfois c'est que j'imagine un son et je le fais et je me dis que je suis la seule personne à le faire dans le monde en ce moment. Et là elle fait je te jure que c'est un truc comme ça. Et elle dit voilà, j'ai été la seule personne à faire ce son dans le monde, je suis unique. Et c'est ce genre de niveau de conneries, putain, j'ai envie de les tuer tous, quoi. Voilà, et non mais effectivement comme tu dis, Zach Braff est vraiment vraiment pénible dans ce film-là. Il sait pas jouer à la dépression, puis même son personnage, justement, on retombe là pour le coup dans les travers d'un NZR, c'est-à-dire que c'est un personnage qui, oui, il a ses problèmes, mais en fait, tout est vraiment affreusement artificiel, c'est-à-dire que
Tout est autour de lui, et qu'au bout d'un moment, tes putains de problèmes, si tu te sortais la tête du cul et que tu réalisais que t'étais pas le centre du monde, connard, tu t'en sortirais bien tout seul. Et sauf qu'il n'y arrive pas. Et voilà. Et il lui faut une fille magique. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment le pauvre type, c'est genre, parce que je sais plus, il est acteur, c'est ça. Évidemment, il est acteur raté. Évidemment. Ouais, évidemment. Et genre, bien sûr. putain, c'est pas la fin du monde, je sais pas, tu fais autre chose de ta vie, j'en sais rien. Voilà. Tu vois, et c'est que des trucs comme ça, c'est-à-dire que à un moment donné, c'est un type. C'est des types aussi, par contre, pour que tu croises dans la vraie vie réelle, ça pour le coup, tu sais, des espèces de connards qui se plaignent de leur vie, alors qu'en fait, il leur est rien arrivé de grave, quoi. Au bout d'un moment, c'est voilà. Et ça, pour le coup, on peut peut-être dire que c'est bien joué, parce qu'il est aussi insupportable que ces putains de gens qui savent pas que le monde ne tourne pas autour d'eux, voilà. Et ce personnage-là est vraiment antipathique, vraiment. Il est antipathique, elle est antipathique. Et t'as pas envie qu'il soit sauvé, enfin, je veux dire, tu sais, il est même pas condamné, au contraire. C'est genre, oui, t'as raison de te plaindre, c'est dur ta condition, machin, tu sais, et en même temps. Cette scène où ils sont avec des sacs poubelles sur le bus et qui crient là. Genre, oui, crie. Oh putain, ta gueule, voilà. ta gueule. C'est pour ça que justement, tu vois, on revenait à Little Miss Sunshine, c'est que, tu vois, ils ont pas plus de problèmes que les personnages de Little Miss Sunshine, pourtant, ils arrêtent pas de se plaindre sans arrêt. Putain, mais fais quelque chose, quoi, bouge-toi. Oh là là, je déteste ce film, et en plus, je trouve que la réalisation est débile. Enfin, je déteste ce film. Bon, en termes de réalisation, moi, je me souviens de rien. Enfin, c'est encore une fois, c'est très transparent. C'est un film qui a rien coûté, qui a rapporté énormément à son. La méthode Fox Searchlight, quoi. Oui, exactement. Oui, ils avaient. Enfin, tu sais, c'est le film indé de supermarché, quoi. Voilà. Est-ce que j'ai dit que je détestais ce film ? Je sais pas. Tu aimes ce film ou pas, Daniel ? Je ne sais plus. Non, ah oui, je n'étais pas sûr. Je pense que c'est moins bien qu'InVR. Je pense que c'est moins bien que Die Another Day. Ouais, oui. Mais moi, je laisserais Hancock en dessous, quand même. Juste en dessous de Die Another Day. Non, je suis désolé, il y a Nicole... Non, il y a Charlize Theron dans Hancock. Tu as utilisé cet argument pour mettre... Il va garder Is No Good. Je pense que je garde Hancock au-dessus. Et je le mets... Non, par contre, tu le mets pas en dessous d'Is No Good. Faut pas déconner non plus. Ok, je le mets pas au-dessus, désolé. Bon, alors, Garden State entre dans le top, juste entre Hancock et Is No Good. Et désolé, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui adorent ce film. Mais je le hais du plus profond de mon être. J'ai envie d'abattre toutes ces personnages. T'as envie de mettre le feu à leur grange. Et le pire, c'est que ça va, enfin, ce syndrome de la Manic Pixie Dream Girl, ça va continuer de film en film jusqu'à ce que ça devienne un véritable cliché. Enfin, il y en a plein. Hein. Il y a Retour à Elizabethtown. Vraiment, si vous penchez un jour sur le phénomène, vous allez en trouver mais des centaines, quoi. Il y a ça, et il y a un phénomène analogue qui est je crois que c'est Spike Lee qui l'avait appelé le Magic Nigger. C'est-à-dire, c'est le noir magique qui vient te dire la bonne parole et mettre en exergue à quel point le héros, forcément blanc, est une personne formidable, quoi. C'est des clichés du cinéma, et une fois que tu te rends compte qu'ils existent, tu peux plus revoir le film normalement, quoi. La dernière liste, Daniel. Oh, tu veux une dernière liste ? Oui, je veux. Putain, l'épisode est super long. Le public veut aussi une dernière liste. Ok, je participerai très peu, comme ça ira plus vite. Bon, merci Virginie. Merci Virginie pour sa liste. Et on passe à la dernière liste. C'est toi, quelqu'un qui dit qu'il est Team Gran Torino. Est-ce que tu es sûr que tu veux sa liste ? Ah, les gens Team... Mais moi aussi, je suis Team Gran Torino. Gran Torino, bas de classement. À sa place. Ta gueule. Oh, putain. Non mais voilà, tout ce que tu mérites, c'est de regarder. Non mais en plus, je te l'accordais tellement, Gran Torino. Qu'est-ce que tu viens me faire chier, toi ? Arrête de pleurer. Fais pas ton Zach Braff. Fais pas ton Zach Braff. Arrête de pleurer, Daniel. Il est 16ème, ton film de merde. C'est bon. C'est pas la peine de pleurer. Ah, aujourd'hui, on n'a pas mis de film en tête. C'est une liste qui nous est envoyée par Didou. Ah, merci Didou. Et le thème de sa liste, c'est le plus beau métier du monde. Une liste pour papa. Ah, je suis pas prostitué pourtant. Comme quoi, chacun aura sa liste dans cet épisode. Et le premier film de sa liste, c'est Être ou avoir. Est-ce que tu en as entendu parler ? C'est un film de Nicolas Philibert. Nicolas Philibert, voilà. Être ou avoir, c'est un documentaire, déjà. Ce n'est pas une fiction du tout. Et donc, c'est un documentaire qui suit pendant une année scolaire entière une classe unique.
Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est une classe unique, c'est une classe où tu as tous les élèves de l'école primaire, c'est-à-dire depuis la petite section de maternelle jusqu'au CM2, donc avec des amplitudes d'âge allant de 3 voire 2 ans jusqu'à 10. Et voilà, donc du coup ça raconte comment cet instituteur travaille avec ses élèves. Donc forcément, qui dit classe unique dit évidemment petit village, donc petite communauté. Donc il a un rôle qui est pas du tout celui que moi par exemple j'ai dans mes écoles. C'est-à-dire qu'il a... Non, il est vraiment le lien social. Voilà, il est vraiment le lien social. Non, remarque, non, je suis désolé. Toi aussi, t'es en forme de lien social. Oui, c'est juste que là, c'est un microsystème. Non, c'est-à-dire que moi, dans ma condition actuelle, c'est-à-dire que je suis qu'une personne dans l'équipe, en fait, entre guillemets. C'est-à-dire que je suis un rouage de la machine, alors que lui, il est vraiment ce qu'on appelait l'instituteur à l'époque. Enfin, vraiment, c'est l'instituteur à l'ancienne, c'est-à-dire un notable important dans la vie de la communauté. Et voilà, et donc on s'est beaucoup moqué de Gérard Klein dans l'Instit, etc. Mais pour le coup, c'était une réalité, et c'est encore une réalité d'ailleurs dans certains villages, etc. Enfin voilà, il y a des communes où c'est encore le cas, voilà, où l'instituteur a vraiment un rôle central dans l'organisation de la communauté. Donc voilà, c'est ça qu'on nous présente. Donc évidemment, faut pas le voir comme un témoignage de ce qu'est le métier d'instituteur en sens général. C'est un cas particulier. Et c'est un cas particulier qui est intéressant parce que du coup c'est quelqu'un qui il se trimballe ses élèves pendant toute leur scolarité, donc toute leur scolarité primaire, donc il les connaît super bien, il connaît super bien les familles, t'as des liens qui se créent. En plus le type, il est c'est un modèle, c'est-à-dire il est super patient, super pédagogue. Oui, il a quand même un bon casting. Oui, c'est vraiment le prof, parce que des profs connards, t'en as. Hein. Je veux dire, moi j'en côtoie tous les jours, j'ai des collègues, jamais je leur confierai mes gosses. Hein. J'espère qu'ils t'écoutent. J'espère qu'ils m'écoutent aussi, mais je pense pas qu'ils se reconnaîtront parce que le principe de ces profs connards, c'est qu'ils ne ont pas conscience que ce sont des gros connards. Donc, mais je te jure, moi j'ai des collègues. Enfin bref, passons sur le sujet. Là, c'est vraiment le prof idéal, le prof que t'aimerais bien être quand t'es prof, parce que le type, tu vois, qui sait ce qu'il fait. C'est un idéaliste. Et qu'il arrive, alors évidemment, il a pas de gros cas difficiles, etc. Mais même, il y a des fois, c'est pas parce que c'est pareil, c'est toujours pareil, c'est pas parce que t'as un élève qui a une situation sociale difficile qu'il sera forcément un élève difficile, voilà, c'est pas non plus forcément lié. Donc voilà, mais lui, il a des élèves qui sont top, lui, il est top. Et voilà, donc c'est vraiment la tranche de vie un peu hors du temps, en fait, du métier de prof idéal, quoi. Est-ce que tu aimes ce film ? Oui. Enfin, ce documentaire. Bah oui, moi je le trouve très touchant parce que tu vois que ces élèves sont attachés à cet homme, que cet homme est important dans leur vie, que lui aussi, voilà, t'as vraiment un côté vraiment super touchant dans les relations qui se nouent, et puis même d'un point de vue pédagogique, t'as des trucs qui sont intéressants à relever aussi. Et voilà, donc c'est un... Il y a un truc que je trouve positif, si tu me permets, c'est qu'il n'y a pas de voix off. C'est filmé un peu comme striptease. Ouais, ce que je veux dire, c'est filmé un peu comme striptease. Le côté, évidemment, glauque en point. Oui, striptease, c'est qu'il y a du jugement par le montage. D'ailleurs, il a eu le César du meilleur montage, ce film. Non, c'est le seul César qu'il a eu. Et cette année-là, c'était l'année du pianiste. Et il est mal tombé. Ah oui, ouais. Donc, mais c'est un film que je trouve vraiment très agréable à suivre, même quand j'étais pas prof, en fait. C'est un documentaire, voilà, un peu hors du temps et qui finalement te redonne un peu foi en la nature humaine. Je sais pas si souvent que ça arrive. Moi, je trouve que c'est digne d'intérêt et du simple point de vue, du point de vue documentaire, c'est intéressant. Oui, c'est même pas trop long, c'est ce qu'il faut. C'est pour le coup, c'est bien monté, c'est-à-dire que tu te fais pas chier, tu vois pas mal de choses et effectivement, tu passes vraiment par l'expérience de ce qui s'est passé et pas par le côté on a remâché le truc derrière pour te mettre en valeur par la voix off, par le truc. Enfin, on reste, t'as un côté très naturaliste et qui fait que le film reste agréable à voir et qui, pour le coup, pour les profs en particulier, c'est un truc assez intéressant à voir, quoi. Surtout quand on a marre de ta classe, tu te dis peut-être qu'un jour tu auras une classe sympa. Il y a un truc qu'il faut souligner et pourtant on est déjà bien long, c'est que
Il y a un truc qui est venu ternir un peu ce film, c'est les histoires de procès. Le prof ensuite a intenté un procès Au réalisateur. à Philibert, hein, au titre de atteinte pas à droit à l'image mais à la propriété intellectuelle, que comme quoi, et en fait c'était l'auteur, il est co-auteur en fait pour lui, en tant qu'il donnait des cours, donc du coup il devient co-auteur, et il a fait intenter plusieurs actions, et il s'est fait débouter à chaque fois, mais du coup tu dis ça rend foi en l'âme humaine. Il y a quand même une limite, c'est-à-dire que là il y a eu le succès et sans doute ça a monté la tête aux gens. Peut-être, ouais. C'est... Après c'est toujours pareil, c'est les conséquences du truc un peu imprévu, quoi. Ouais, l'argent pourrit les gens, comme disait NTM. Donc, oui, ça se vérifie tous les jours. Allez, où est-ce qu'on met Non, c'est quand même un film digne d'intérêt, et c'est vrai que le mec est venu un peu gâcher la fête, mais ils auraient dû se mettre d'accord avant. Je pense qu'il y a aussi une erreur de communication à un moment donné, que voilà. Après, c'est pareil, je suis pas dans les petits papiers de ce qui s'est passé, mais si tu prends le film pour ce qu'il est, voilà, ça... Le film donne cette sensation d'authenticité, c'est ce qui compte. Où est-ce qu'on va le mettre Pour toi, c'est un film important, j'ai l'impression. Important, c'est un film que j'aime bien. Voilà. Après, important, pas forcément, mais c'est un film que j'aime bien. Je le mettrais, moi, personnellement, sous Kung Fu Hustle. Quoique non, je préfère regarder le fabuleux destin d'Amélie Poulain, en fait. Ouais, moi aussi. Ouais, juste en dessous du fabuleux destin d'Amélie Poulain. Même au-dessus de Little Miss Sunshine. Ouais. Le premier documentaire de la liste. Oui, c'est vrai. En même temps, les documentaires qui sortent au cinéma, t'en as pas non plus énormément. Après, il y a les pingouins, et ça, c'est une autre forme de documentaire. Mais... c'est un documentaire, mais effectivement, c'est un autre style, quoi. Ouais. Deuxième film de la liste de Didou, c'est Les Choristes. Et j'ai envie qu'à cette occasion, tu me chantes le générique, s'il te plaît. Moi sur ton chemin. Et je sais tout ce que je connais pas le reste des paroles. Alors, le truc, c'est qu'il faut savoir, c'est que pendant des années après ce film, on en a soupé parce qu'il y avait des émissions spéciales sur les choristes. Ouais, exactement. Et alors, on invitait des enfants pour chanter, et c'était horrible parce que c'était c'était horrible, et ça durait des plombes, et on n'en pouvait plus. C'est ça. On voulait les bâillonner, les putains de choristes, on en avait ras le cul. Et je crois que le summum a été atteint quand le Jean-Baptiste Monnier, donc le leader héros le héros, le Magimel en puissance de l'époque. Oui, c'est vrai qu'il a vraiment le physique de Magimel, ouais. Il a le physique de Magimel, c'est le côté la mèche, joli petit garçon. Il a beaucoup changé, d'ailleurs, si tu googles. L'année de la sortie de ce film, il est allé au Téléthon, et il a fait « Donnez au Téléthon au 36-37 !» Et là, je crois que c'était genre, c'est plus possible, quoi. Il faut arrêter avec les choristes. Alors, c'est un film de Christophe Baratier. De Christophe Baratier, avec Gérard Jugnot, avec Cadmerade, avec Berléand qui fait le proviseur. Proviseur pas sympa. C'est vraiment le film où on a vu l'éclosion de Berléand, d'ailleurs. Oui, c'est ça, ouais. Donc l'histoire, ça se passe dans les années 50, 40, je sais plus, quelque chose comme ça. Enfin, c'est l'école de nos grands-parents, n'est-ce pas ? Ouais. École super stricte où un jeune... un jeune non, parce que c'est Junio, mais en tout cas, un prof arrive et bouscule les habitudes en montant une chorale avec sa classe réputée difficile. C'est un peu le Dangerous Mind version naphtaline, quoi. Un petit peu, ouais. Je crois que tu as bien résumé ça. Et pour donner un titre d'exemple, je préfère Rock Academy au choriste, qui est en fait le même principe, hein, c'est-à-dire que c'est un type qui débarque et qui fait de la musique avec ses élèves et qui les transcende, tu vois. Sauf que de Rock Academy, c'est Jack Black. Et c'est une belle histoire, hein, dans l'absolu. C'est une belle histoire, mais en fait, voilà, c'est une belle histoire à la française, au sens péjoratif cette fois-ci du terme, c'est-à-dire que je trouve que c'est raconté avec beaucoup de lourdeur. Et puis je suis désolé, mais les chants des choristes, j'ai jamais réussi à accrocher. Enfin voilà, j'arrive pas. J'y arrive pas. Je déteste Christophe Baratier. Genre son cinéma, c'est insupportable. Je sais pas si tu as déjà vu. Alors je sais plus, je me rappelle même plus ce qu'il a fait d'autre. Ah oui, il a fait Faubourg 36 là. Ouais. Oh, Et la nouvelle garde des boutons. C'était horrible.
son truc, c'est de faire un peu de la néo-nostalgie, en fait. Bah, c'est ça. C'est le cinéma d'un ancien temps. C'est ça. En fait, déjà, le problème, c'est que c'est un film qui, en termes de mise en scène, qui est vraiment pas passionnant. Enfin, je veux dire, c'est super plan-plan. Et t'as ce côté, t'as ce côté un peu pénible. Et c'est un remake. C'est un remake de la cage au Ah oui, Cage au Rossignol, oui, tout à fait, exact. Oui. D'un film de 45. Ouais, mais le truc, c'est que je me souviens que mon père, il avait vu ce film sortir, il a fait, mais pourquoi on fait un remake de la cage au Rossignol, qui est un de ses films cultes, par contre. Oui, non, mais pour le coup, La Cage au Rossignol, c'était un film qui captait quelque chose de son temps, alors que là, c'est un regard qui est porté. La Cage au Rossignol, il est sorti pile à la Libération. Voilà. Tu t'imagines ce que ça Non, mais pouvait exactement. représenter C'était... pour mon rep qui avait, si je calcule, il avait 8 ans, tu vois. Oui, bien sûr, voilà. Donc là, on revient sur cette période, et justement, il tombe dans son propre piège, c'est-à-dire que t'as ce côté, oui, on sort des carcans, et t'as ce côté un peu, finalement, cette époque, c'était pas si mal, c'était le bon vieux temps. Enfin, t'as vraiment... C'était le bon vieux temps, il y a un truc très naphtaline. Ouais, mais c'est pour ça que message ce que j'ai, c'est Dangerous Mind version naphtaline, quoi. Et à l'époque, on savait. À l'époque, on savait, et t'as vraiment ce côté un peu pénible de te dire, aujourd'hui, on sait plus faire. Ouais, tu vois, et avant c'était bien. Et avant c'était bien. Ça doit être le film préféré d'Alain Finkielkraut, hein, quelque part, j'imagine, parce que il y avait des profs méchants, il y avait des profs idiots comme Cadmerade, mais il y avait aussi des Gérard Jugnot et des enfants qui aiment chanter, et c'est ça le plus important. Et voilà, et du coup, voilà, il évite pas ce piège, il tombe dedans. Puis du coup, il a pas du tout effectivement la portée de La Cage au Rossignol, où voilà, il arrive pas à restituer autrement cette époque-là qu'à travers des espèces de souvenirs qui sont complètement biaisés, de nostalgiques, qui sont des contresens au mieux. Ouais, je n'aime pas les choristes. Voilà. Et les choristes qui en ce moment deviennent une comédie musicale d'ailleurs, où il y avait Bernard Farcy dans les premières, et je sais pas, il est plus maintenant. Bernard Farcy n'est plus. Il a dessoulé, tu sais. Genre, oh putain, qu'est-ce que je fous là? Et je pense que ça aurait pu être un super proviseur, mais j'ai pas vu la comédie musicale. Et le simple fait d'imaginer que pendant une heure, parce qu'il faut savoir, c'est qu'on a cette chanson-là, on l'a tout bout de champ, puisqu'il y a les répétitions, il y a le machin, et c'est... Oui, on te la martèle. On te la martèle avec la délicatesse et la subtilité des pires blockbusters américains, quoi. Du baratier, ouais, tu sais. Et musique de Coulet, Bruno Coulet, comme... Genre, toujours là au rendez-vous, quoi. Où est-ce qu'on va mettre les choristes? Où est-ce qu'on met les choristes? Désolé pour le bruit, mais... Alors, je suis désolé, mais Pamela Rose, c'est mieux. C'est où Pamela Rose? Ah, moi, je préfère Harry Potter et la Chambre des Secrets. Hein. Ah, donc c'est vraiment de l'ado. Ah oui, ouais. Je préfère Monster, alors. Où ça? Je préfère Monster, encore. Oui, ok. Mais on laisse quand même Indière en dessous, alors, du coup. Ouais. Hein? Je pense qu'Indière, on le déteste. Indière, on aimerait bien voir son personnage pendu et accroché au train d'un avion en train de décoller. D'accord. Et le dernier film de la liste de Didou, c'est Les Beaux Gosses. Les Beaux Gosses, figure-toi que je ne l'ai pas vu. C'est vrai? Ouais, je ne l'ai pas vu. Oh, tu me laisses la responsabilité? Malheureusement, oui. Putain, Riyad Satouf, extraordinaire film. J'adore ce film, plus que de raison. Plus que de raison, c'est-à-dire qu'il valait beaucoup trop haut que pour sa qualité réelle. Non. Écoute, demande aux gens ce qu'ils en ont pensé. C'est un film d'une justesse extraordinaire. Je vais demander à Pouillot. Je pense, demande à Pouillot, demande à qui tu veux. Il a lancé un peu la carrière de Vincent Lacoste mais ce qui est intéressant, c'est que il essaye de capter un peu l'air du temps, enfin ce moment un peu difficile du passage de l'adolescence à l'âge adulte. Il y a des scènes un peu bizarres d'ailleurs, je me reconnais pas du tout dans ces jeunes-là, mais je trouve qu'en tout cas il a capté un truc. C'est des mecs tout cons qu'au lycée, et ils tombent amoureux d'une... C'est une comédie, et on les suit pendant une année scolaire. Ce qui est étonnant, c'est que la plupart des acteurs, je suis pas très fan, genre les acteurs confirmés, j'entends. Genre Noémie Lovski, c'est pas trop ma cam, et là elle joue quelqu'un de vraiment de juste, c'est genre la mère un peu qui se mêle trop de la vie de son fils, tu vois, qui rentre dans sa piole quand il est en train de se branler, tu vois, c'est vraiment ce genre un peu de truc malsain. Il y a un rapport à la branlette très 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 bizarre dans ce film.
puis il utilise des chaussettes pour se branler. Vraiment, il y a un truc très misérable de la sexualité adolescente. Et je trouve ce film extraordinairement juste et très 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 touchant. Je pense que c'est, avec OSS 117, une des meilleures comédies qui s'est faite dans la décennie pour le cinéma français. Bah écoute, je peux rien dire, j'ai pas vu. Donc voilà. Vraiment, putain, Riyad Satouf, s'il n'adapte pas une BD précisément, mais un peu son style. Univers, son univers, et il le fait de manière très très habile et très très juste. Il y a une scène que j'adore dans ce film, c'est que le père est complètement absent. Tu sais qu'il y a un père, tu sais qu'il y a une relation avec le père, mais il est constamment absent. Et il y a un truc qui est très bizarre dans le film, c'est que il y a des trucs noirs qui tombent sur le linge qui fait sécher dehors avec sa mère, enfin dans leur immeuble, dans leur espèce d'appartement de banlieue. Et il comprend pas ce qui se passe. Et c'est un truc récurrent dans le film, genre qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a toujours ces taches sur les draps blancs. Et il y a une scène où tu vois le père qui arrive. Il arrive un peu genre vraiment genre comme un ovni, quoi. Et il arrive et il leur fait mais c'est de la merde. Et parce qu'il y a des avions qui passent et il largue les cacas sur le drap, quoi. Et c'est une scène très très bizarre et très très juste à la fois. J'adore ce film. C'est vraiment un très 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 grand film. Bien. Ouais. Bah du coup, il te reste plus qu'à le classer. Je pense que les gens seront plutôt d'accord avec moi, parce que c'est un film qui a marqué son époque. Et il a eu le César très condescendant du meilleur premier film. C'est débile qu'on donne des meilleurs premiers films ou les espoirs du cinéma français. Oui, genre mon premier film c'est Duel, les gars, ça se passe comment ? C'est grotesque. Oui, et puis si tu réussis bien ton premier film, mais les autres films sont nuls, alors t'as manqué tout ton espoir d'avoir un... T'as raté ta vie, tu finiras dans un film de Zach Braff. Alors où est-ce qu'on va le mettre ? Comme je t'ai dit, c'est... Alors je pense pas que ça soit aussi fort qu'OSS. Ah, c'est compliqué, hein. Mais... je le vois entre Ratatouille et Monsters, Inc. Je vais séparer ces deux films. Bah, écoute, fais. Les beaux gosses. Et vraiment, regarde-le, parce que si tu t'intéresses et je pense que tu t'intéresses un peu au métier de prof, c'est vraiment un film génial. C'est vraiment... Tu vas passer un... Bon, les profs, c'est tous des cons. C'est pas ça. Et les ados... oui, soyons d'accord. C'est pire, voilà. Donc, voilà. Les ados, c'est pire. C'est un film sur le fait que tout le monde est un peu con, en fait. Et... c'est ça. Mais il trouve le ton juste entre la tendresse quelque part. Enfin, vraiment, il a capté un truc, Riyad Satouf. Et d'ailleurs, après ça, il a fait complètement autre chose, quoi. C'est qu'il pouvait pas faire plus... Ce film est pas... je pense que c'est le meilleur film possible par rapport à qui il était à l'époque. Voilà. Est-ce que je t'ai pas donné envie de le regarder, quand même ? Mais en fait, c'est plein de monde qui m'en a déjà parlé, mais je sais pas pourquoi, j'ai jamais sauté le pas. Je crois que c'était la dernière liste, t'es content ? Oh putain, je suis très content. C'est la dernière fois. C'était bien niqué. Le petit reco ? Eh bah oui, petit reco, jeu de plateau. Puisque ça fait longtemps que j'ai pas recommandé un jeu de plateau, je vais recommander un jeu de plateau qui coopératif, parce que par les temps qui courent, ça me semblait important de sortir du compétitif. Un jeu de plateau coopératif qui s'appelle Mysterium. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais voilà, seulement pas moi. Donc pour ceux qui connaissent un peu l'univers des jeux de plateau, ils connaissent sans doute Mysterium, mais bon, voilà, je me risque quand même. C'est un jeu qui reprend les bases d'un autre jeu qui s'appelle Dixit, où l'idée c'est que en fait c'est un jeu où la mécanique principale c'est la construction mentale et un dialogue via l'image entre les personnages. En gros, je m'explique, t'as un joueur qui fait un fantôme. Les autres joueurs, c'est jusqu'à 7 joueurs en tout, donc un fantôme plus 6 médiums, donc les médiums qui vont essayer de trouver comment est mort le fantôme, parce qu'il est mort évidemment d'une mort suspecte. Donc l'astuce, c'est que le fantôme n'a pas le droit de parler toute la partie, et qui doit faire deviner aux autres quels sont les suspects qui l'ont tué. Enfin, t'as aussi le principe du Cluedo, c'est-à-dire que tu dois retrouver un suspect, un lieu et une arme du crime. Mais pour les faire deviner, il faut, en fait, tu transmets des cartes
avec des images qui ont aucun rapport. Enfin, c'est-à-dire que tu n'auras jamais, par exemple, une image avec un personnage, un suspect, jamais une image avec le lieu proprement dit, mais c'est des images avec plein de choses, avec des couleurs, qui doivent évoquer quelque chose dans ce que tu dois trouver. Donc l'idée, c'est que le fantôme doit penser, avec les images qu'il a, à un détail ou une impression qui pourrait correspondre avec un suspect, par exemple, et l'autre doit deviner le cheminement de pensée de la personne qui lui a donné la carte. Et donc tout le jeu est construit comme ça, c'est-à-dire que tu dois essayer de trouver des indices, de comprendre comment résonne la personne qui te donne les cartes, etc. Et à la fin, du coup, voilà, c'est essayer de trouver le suspect. Donc s'il y en a un qui perd, enfin tout le monde perd, t'es obligé de gagner tous ensemble ou tu perds tous ensemble, quoi. Et c'est vraiment marrant parce que voilà, quand tout le monde se pose des questions. Tu vois, tu tends une carte, tiens, dans cette carte là il y a un rat, qu'est-ce qu'il a voulu dire avec le rat, est-ce que le rat il a une moustache, alors ce personnage là il a une moustache, est-ce que c'est lui, voilà, c'est que des trucs comme ça. Et comme t'as vraiment le côté criminel, tu vois, le côté ambiance, vieux manoir, etc., ça ajoute vraiment un truc, et c'est vraiment super sympa. Écoute, tu me donnes envie, mais moi je joue au jeu de société qu'avec toi dans ma vie, en fait. Eh ben écoute, quand tu passeras à la maison, sois-en sûr qu'on jouera, parce que les enfants ont adoré, quoi. Moi j'aime ça, et jouer avec des allumettes. Tu étais où hier soir, Daniel? On a fait le plan prévu. Et toi, Daniel, ta recommandation, qu'est-ce que c'est? Bon, écoute, je vais recommander une BD pour une fois, et je vais recommander Black Widow, édité par Marvel, et dont les auteurs sont Mark Waid et Chris Samnee. Ça vient de sortir en France, ou je crois que c'est sorti en France, au moins le premier volume en français, et ça vient de se terminer aux États-Unis. Et pourquoi je recommande, c'est parce que chaque épisode du comics est réalisé et dessiné et conçu presque comme un film d'action, en fait. C'est une utilisation très intelligente d'une héroïne quand même très photogénique. Il y a des tonnes de rebondissements. Je pense que c'est... Si tu veux un comics à la fois action et espionnage et moderne, je pense que Black Widow, c'est vraiment le bon choix. C'est une série très limitée dans le temps, ça passe à toute berzingue, mais c'est vraiment super beau. T'as pas beaucoup de volumes, c'est ça, du coup? 12 numéros. Ah, c'est parfait. Alors, enfin, c'est mes comic books préférés, ceux qui s'étalent pas sur 40 volumes. Après, c'est un personnage qui existe et qui a une histoire. Et oui, tout non, ça. bien sûr. Non, mais c'est ce que je préfère, moi, les arcs qui se bouclent vite. Maintenant, quoi, aux États-Unis, ils essaient de toujours faire un découpage en arc. Et c'est tant mieux, parce que à chaque fois, ça permet des nouveaux lecteurs de monter à bord. De rentrer dedans, en et fait, eux, ouais. c'était la team qui s'occupait de Daredevil juste avant. Et j'adore le style de Chris Samnee, qui est à la fois... putain, c'est très cinématographique. Si tu aimes les mangas un peu visuels, comme je sais pas, je pense à Baby Cart, tu vois, par exemple. C'est un peu ce que ferait un Américain avec un visuel à la Baby Cart. Je vois. Et en même temps, ça reste en couleur, ça reste du comics, mais c'est très 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 beau et très très bien écrit. Vraiment, c'est le top du comics de super-héros en ce moment. Eh ben écoute, c'est noté. C'est dûment noté. Entre ça et les beaux gosses, tu t'en sors bien. Ouais, c'est ça. J'ai des choses à faire. Eh bien, c'est la fin, mon pote. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'on vous remercie de votre fidélité et que Super Ciné Battle est toujours disponible sur le site supercinébattle.fr en même temps que la Master List. Tout à fait. Qui sera à jour, n'est-ce pas, Daniel? Moi, j'essaie de toujours mettre à jour dans la journée, quoi. Et on peut, si ça arrive pas, c'est que j'ai pas eu le temps. On peut aussi nous retrouver sur YouTube et puis sur iTunes, où vous pouvez nous mettre des étoiles. Et je le dis pas souvent, alors abonnez-vous au compte Twitter de Super Ciné Battle, parce que c'est un compte Twitter qu'on anime tous les deux et on se marre bien à le faire. On poste des gifs de temps en temps, on poste des teases sur l'épisode à venir, où on parle des maisons. On dit du mal de la ligne verte. On dit du mal de la ligne verte, ou par exemple on commente ta maison, une maison en feu, ce qui est la première fois que je faisais ça, en fait. Oui, c'est pas la mienne, hein, quand même. Mais oui. C'est passé pas loin, mais c'est pas la mienne. Stéphane, dis-nous tout, où peut-on te retrouver? Eh ben écoute, sur Gamecult, sur Sens Critique, sur Twitter, @gkpluginbaby, sur Super Ciné Battle, peut-être sur After Eight dans les prochains temps, qui sait. Voilà, ça fait déjà pas mal d'endroits. Mais ouais, ça fait pas mal de trucs. Et moi, c'est Camille Robotics. Vous pouvez retrouver, je mets les liens en général au bas des articles. Le mieux, c'est de me suivre sur Twitter,
où je dis tout. Et sinon, je suis bien entendu sur after8.fr. Donc After 8, le podcast qu'on anime avec le camarade Quix, sauf quand il est en France. Et MDR, le podcast qui parle des comédies françaises. Et donc, les comédies françaises qui ont pris cher cet épisode. Ah, bah oui, mais en même temps, là, on avait le bas du panier, comme dirait. Ouais, vraiment. Ouais, je sais pas si c'est le pire du pire, mais est-ce qu'on va trouver pire, je me demande. Parce que, rappelons-le, les 3 derniers films du top, c'est La planète des singes, de Tim Burton, Cinéman de Yann Moix, et Astérix aux Jeux Olympiques. De Forestier et Langman. Donc voilà, pas des très bons films. J'en profite. C'est pas qu'on puisse dire. J'en profite juste une dernière seconde pour dire que cette semaine, il y a Persona 5 qui sort, et j'ai écrit un article dessus sur Gamecult, qui a été publié l'année dernière au moment de la sortie japonaise. Mais c'est comme une reco bonus. Allez-y, Persona, c'est vraiment très 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 bien. Ça sort cette semaine, vraiment vous allez adorer. Si vous aimez Super Ciné Battle, vous avez des grandes chances d'aimer Persona. Oui, moi je pense m'y mettre bientôt. En plus, c'est un RPG sur le monde de l'école. Oui, de l'école, puis de l'adolescence. L'adolescence perturbée, on va dire. Oui, enfin de l'adolescence, quoi. Bon, on vous remercie encore de nous suivre et d'apprécier le concept. Je suis un tout petit peu désolé pour la sonorité un peu de ce podcast, qui a un peu changé. On va essayer de calibrer ça au fur et à mesure. C'est que j'ai changé mon studio. Voilà, en grand bourgeois que tu es, tu parles. Tu parles, mais surtout j'ai pas encore foutu les 40 cartons de bouquins en fait, qui bloquent un peu la réverbération, donc c'est pas exactement pareil. Mais on va bientôt y arriver. Le temps on y travaille. Ouais. Et ben voilà, c'est tout. On vous dit à très bientôt et on vous embrasse très fort. Ciao. Ciao et merci à tous. Bon alors cet incendie. Comment j'ai vu qu'il y avait un incendie, figure-toi Daniel, c'est justement c'est quand on enregistrait, tu sais, on se disait tiens c'est curieux d'un seul coup là, on a notre voix qui devient métallique, tu sais, comme si on perdait du signal, et d'un seul coup plus rien. Donc je descends et je vais voir la box, je vais voir la box et puis effectivement tu sais t'as la petite diode rouge qui s'allume, je fais putain merde, on a perdu le signal, et là genre il y a ma femme sur le canapé. Et puis elle me fait regarde par la fenêtre, et je regarde par la fenêtre et tu vois dans mon salon chez moi t'as la forêt devant la fenêtre du salon, et je vois les sapins de la forêt qui sont mais de couleur orange, genre tu sais rencontre du troisième type quoi. Oh merde. Et mais vraiment un orange super intense et tout, je fais putain il y a un vaisseau spatial qui s'est posé ou quoi, enfin je comprends pas. Je vais voir la fenêtre, et puis donc à l'opposé de la maison, et du coup là je vois la grange qui flambe. Et genre enfin les flammes elles étaient à 12-15 mètres de haut, enfin, c'était complètement malade. Et ça s'est propagé sur en fait 3 corps de ferme dans le quartier, et genre super vite, parce qu'à un moment donné tu sais tu vois à un moment donné t'as un tout petit passage chez moi entre 2 corps de ferme juste en face de ma porte, je sais pas si tu vois. Ouais, je vois très bien. Et en fait moi je suis passé là parce qu'en fait c'était la ferme qui était tout à gauche, donc là, je passe entre deux fermes qui n'étaient pas atteintes. Je suis passé là au milieu parce qu'il y avait un voisin de l'autre côté, et je voulais m'assurer qu'il y avait pas de souci, parce que lui pour le coup il était vraiment proche de là où ça cramait. Et le temps que je revienne, ça avait commencé à cramer sur le passage où moi j'étais passé, et je pouvais passer nulle part ailleurs, donc je l'ai fait à la Zorok, quoi. J'ai couru la tête sur les mains, et puis il y avait les débris qui commençaient à tomber un peu partout, et ça a pris genre 2 minutes pour que la seconde baraque se mette à cramer, quoi. C'était hallucinant. Mais bon voilà, donc du coup ça a embarqué la connexion internet, quoi.
Donc t'as sauvé tes enfants et ta famille. C'est le plus important. C'est le plus important, c'est ça. C'est pas le retour de Martin Guerre, ça, mon pote. Non, exact. Bon, bah, on se lance alors après toutes ces belles histoires. Mais oui, on se lance. Ouais, on va pas se laisser faire à part. Bah, on va pas se laisser faire par un petit incendie de merde, attends. Tu penses que la 4G va se suffire? Bah oui. Si les gens savaient qu'on enregistre sur ton téléphone portable, quoi. Mais non, mais c'est ça. C'est qu'en plus, les corps de ferme, on s'en fout. Enfin, on s'en fout, c'est-à-dire qu'il y avait personne, c'était pas habité. Mais la principale victime de ce truc-là, c'est ma connexion internet, quoi. Le seul câble qui a cramé, c'est la connexion internet, quoi. Putain, vénère. Du coup, ouais, on enregistre en 3G, quoi. L'eau, tu t'en fous. Bon, allez, on y va.